Ce garçon était le bâtard d'une famille royale. Depuis son enfance, Johann était battu par ses frères pour sa faiblesse, et il a compris qu'il ne pouvait faire confiance qu'à lui-même. Après sa réincarnation dans le corps d'un prince bâtard, il a décidé de devenir bodybuildé. Il s'entraînait en courant des kilomètres, en mangeant d'énormes quantités de protéines et en pratiquant les arts martiaux chaque jour. Après des années d'entraînement brutal, il est devenu un monstre. Il pouvait frapper des arbres et abattre des forêts. À chaque entraînement, sa force écrasante grandissait. Dans ce monde, le sang des faibles est versé, et les forts le boivent. Une créature marche dans une forêt sombre. Elle s'arrête, puis broute des feuilles. Caché dans les buissons, un chasseur observe sa proie. Il se rappelle de rester calme et de son entraînement. Tendant la corde de son arc, il prépare son tir, mais au moment de relâcher, l'arc se casse. Le bruit soudain effraie l'animal. Son compagnon crie leur Johann et lui demande pourquoi il a cassé l'arc au lieu d'attraper la proie. Johann répond que l'arc s'est cassé trop facilement, mais l'homme dit qu'il l'a acheté il y a une semaine. Il demande pourquoi un noble comme Johann veut être chasseur et suggère qu'il aurait pu apprendre l'escrime à la place. Le jeune noble reste silencieux, expliquant que l'escrime ne rapporte pas sans engagement. Il propose de passer à autre chose, ayant besoin d'argent pour survivre dans ce monde pourri. Son nom est Johann, mais avant, il était Kim Johann. Après un accident, il s'est réincarné dans ce monde. Bien qu'il soit noble, il est le dernier de sa famille et n'a aucune chance d'hériter. Soudain, son compagnon l'arrête. Devant eux se trouve une meute de loups. Son compagnon tire une flèche près d'une bête. La meute s'enfuit. Johann observa en silence. Le monde où il s'est réincarné est une époque médiévale réaliste. Il découvre un tas de corps. Le jeune homme dit que même la mort ne leur accorde aucun repos. Son compagnon demande s'ils viennent de leur village. Johann répond que c'est difficile à dire, mais une chose est sûre, les faibles ne sont que des proies pour les forts. Pour ne pas devenir proie, il a besoin d'argent. En arrivant ici, il espérait éveiller une capacité incroyable. Il a compris que cela n'existait pas ici, alors il a changé d'objectif, l'argent. Avec de l'argent, il peut quitter ce territoire et devenir marchand ou fermier libre. Pendant qu'il réfléchit, son compagnon l'appelle pour lui montrer quelque chose. Il lui montre l'herbe médicinale dont il a parlé, de l'herbe du petit démon, rare et efficace pour stopper les saignements. Johann la prend tout de suite, elle doit être chère. Il la range et aperçoit soudain une poche d'herbe au sol. Il dit à son compagnon qu'il l'a laissée tomber, mais l'homme répond que ce n'est pas la sienne. Johann trouve ça impossible. Comme personne n'ose s'aventurer si loin dans la forêt, le chasseur plus âgé réalise quelque chose. Un bruit soudain résonne, les surprenant. Ils entendent quelqu'un courir à l'aide. Les aboiements des loups se rapprochent, les mettant en alerte. Ils découvrent un enfant coincé dans un arbre, entouré par une meute de loups. Son compagnon la reconnaît comme d'elle, la fille de Robert, et se demande ce qu'elle fait ici. Joseph avertit qu'il y a trop de loups pour se battre seul et propose de battre en retraite pour chercher de l'aide, mais Johann avance. Son compagnon lui dit que ce ne sont pas des loups ordinaires. Johann se propose de les distraire pour que Joseph sauve d'elle. Joseph reste silencieux face à l'attitude du noble. Il n'arrive pas à croire que Johann se propose comme appât pour sauver une roturière. Il réalise que cet endroit est une mine d'or et qu'il aurait dû apprendre à chasser. Il compte au moins 10 loups et sait qu'il fera fortune en vendant les peltes. Puis, il crie à ses précieuses sources d'argent d'attendre. Le chasseur plus âgé ne comprend pas. Johann sort son épée. Son compagnon se demande quel est ce maniement désordonné. Les loups se précipitent. Il se déplace vite. Un loup bondit vers lui. Il mord la lame de l'épée, qui se brise. L'animal recule, surprenant Johann. Un autre loup attaque sur le côté. Johann est vite entouré par la meute. Joseph observe la scène et appelle son seigneur. Il crie désespérément le nom de sœur Johann. Pendant ce temps, dans le village de Balterodon, la famille Hetz procède à son inspection. Les villageois s'inclinent en voyant l'entourage passer. Un homme protège un enfant. Madame Ace, la concubine, se plaint de la mauvaiseo d'eux. Philippe Hetz, le premier fils, reste silencieux. Gesson Hetz, le seigneur, se plaint aussi de la puanteur de la campagne. Philippe informe son père que Johann n'a pas été trouvé. Il propose d'envoyer des soldats à sa recherche. Gesson s'énerve à la mention du nom et dit d'oublier le garçon, se fichant qu'il meurt comme sa mère. Il rit moqueusement, mais s'arrête soudain en voyant quelque chose. Gesson s'interroge sur une grande balle de foin à l'entrée du village. Un villageois dit qu'ils ont masqué les traces de l'entraînement de Johann. Le seigneur ricane et se moque, se demandant comment un insecte pathétique pourrait s'entraîner. Son expression change en découvrant ce que le foin cachait. Gesson voit une marque de poing dans un tronc d'arbre. Il remarque que d'autres arbres autour ont subi le même sort. Dans la forêt, Johann est au sol, entouré par une meute de loups. Un loup grogne mais hésite à mordre.
Réalisant que le combat allait et pour gagner cet argent, il sait qu'il doit vaincre la meute qui s'avance. Il a besoin d'une force écrasante, capable de transcender les limites humaines. Avec une série de coups de poing, il attaque. Joseph, paralysé, observe les coups frapper les loups de plein fouet. Il en projette un loin avec d'autres. Il attrape une autre créature par le cou et la termine d'un coup précis. L'animal tombe sans vie au sol. Son compagnon a du mal à croire cette force. Johan se tient au milieu des loups tombés. Et il se demande combien tout cela vaut. Johan n'avait d'autre choix que d'accepter une dure vérité. La vie dans ce monde n'était pas facile. Ses frères de haut rang le considéraient comme un bâtard illégitime, sans mère. Ils le tourmentaient constamment, le battant à leur guise et le menaçant s'il osait se défendre. Il comprit vite à quel point ce monde était impitoyable. Personne ne se soucierait de sa mort. Il ne pouvait compter que sur lui-même. Il se demanda ce qu'il lui fallait pour survivre au Moyen Âge. Heureusement, il avait un atout, sa vie antérieure d'étudiant moderne. Grâce à cela, Johan possédait des connaissances inimaginables pour les gens du Moyen Âge. Il a décidé de les utiliser, en commençant par la science de l'exercice et l'entraînement par intervalles à haute intensité, et pour créer un régime équilibré à partir d'aliments que d'autres considéraient comme des déchets. Le jeune homme a élaboré un programme d'entraînement basé sur la science moderne et a pratiqué les arts martiaux rapprochés. Après plusieurs années, ses efforts ont porté leurs fruits. Il continue de frapper l'arbre. Finalement, l'arbre a cédé sous l'impact. À chaque séance, sa force devenait plus écrasante. Il se sentait très vigoreux. Personne ne savait si cette force était une bénédiction ou un défi. Le bruit de la bataille dans la forêt cessa enfin. Johan se dépoussiéra les mains. Il regarda les loups vaincus, confirmant qu'ils semblaient être les derniers. Joseph vérifia d'elle, et la fille le prit dans ses bras. Le chasseur plus âgé soupira et gronda sœur Johan pour son imprudence. Mais il avoua être touché par l'acte honorable de Johan, se mettant devant une bête pour sauver la jeune servante. Johan, lui, se demandait juste quel pelage de loup rapporterait le plus. Il demanda ce que Joseph avait dit, mais l'homme répondit que c'était rien. Puis, le jeune homme se tourna vers d'elle pour lui demander si ça allait, et elle le remercia. Sodane, Sun Expression Chonhea. Une créature géante émergea des ténèbres derrière eux. Ils se retournèrent, et la fille se couvrit le visage. La créature les fixait. La créature géante grogna à Johan. Joseph cria que c'était un monstre et insista pour que sœur Johan s'enfuie, disant qu'un monstre de cette taille nécessitait une armée pour le vaincre. Johan demanda si c'était leur chef. Il s'excusa d'avoir tué ses subordonnés, disant que le pelage de loup valait cher. La créature grogna encore. Il comprit qu'elle le voyait comme une proie. Elle se jeta sur lui, la bouche ouverte. Johan dit que peu importait ce que c'était. Avec une pierre en main, il affirma que la peau du monstre vaudrait plus. Il frappa la créature à la tête. Le monstre recula sous la blessure. Johan se plaignit d'avoir abîmé la peau, regrettant que le prix baisse. La créature le fixa avec colère. Elle poussa un hurlement qui résonna dans la forêt, affectant tout le monde. Ils se couvrirent les oreilles. Johan, lui aussi touché par ce son perçant, se demanda ce que c'était et sentit sa force s'évanouir. Soudain, une bataille éclata dans la clairière. Johan tomba au sol, désorienté. En se redressant, il chercha à comprendre ce qui s'était passé. Il regarda autour, se demandant où était le monstre, puis réalisa que la créature avait disparu. Il aperçut Joseph et d'elle au sol. En s'approchant, il vit qu'ils étaient en sécurité. Il souleva Joseph sur son dos, disant qu'il devait vite rentrer avant que d'autres monstres n'apparaissent. En s'éloignant, il regretta de ne pas pouvoir prendre la peau de loup tant désirée. La nuit se poursuivait dans la forêt silencieuse. En s'approchant, il remarqua que le village était illuminé. Il se demanda si tout le monde cherchait d'elle pour gagner des points auprès de son père, s'imaginant successeur après avoir vaincu une meute de loups. Mais il rejeta l'idée, espérant qu'il l'assignerait aux gardes pour ne plus avoir à s'inquiéter de la nourriture. Soudain, il s'arrêta, remarquant quelque chose. Une torche éclairait l'obscurité devant lui. Il tomba sur la suite d'inspection de son père bloquant le chemin. Johan ne comprenait pas ce qui se passait. Philippe Hetz cria son nom, exigeant de savoir pourquoi il avait raté l'inspection de leur père. Johan réalisa qu'il avait complètement oublié. Gesson Hetz s'approcha, le traitant de bâtard immature. Il descendit de cheval, les pieds fermement ancrés au sol. Tenant d'elle inconsciente, Johan tenta d'expliquer son absence à son père. Mais Gesson lui ordonna de se taire et leva sa hache, menaçant d'écraser son crâne pour l'avoir ignoré. Le jeune homme fixa le sol un moment. Puis il leva les yeux. Johan déclara qu'il n'avait pas raté l'inspection volontairement. Il sauvait des gens dans la forêt. Un homme de la foule s'avança, reconnaissant la petite d'elle.
Il étreignit l'enfant. Reconnaissant que devant les villageois, il conclut que même s'il avait raté l'inspection, il avait rempli son devoir en tant que fils d'une maison chevaleresque. Il s'inclina en s'excusant, promettant de continuer à faire de son mieux pour la sécurité du domaine. Johann suggéra même que son père lui confie le poste de capitaine de la garde. Il sourit, convaincu de la justesse de son autopromotion. Gesson, quant à lui, doutait de l'histoire et exigeait de voir les loups morts comme preuve. Johann insista qu'il ne mentait pas. Il affirma avoir rencontré le grand loup noir. Les villageois regardaient. Gesson, bouche bée, accusa Johann de mentir et menaça de lui arracher la bouche. Johann demanda un duel pour prouver ses compétences, se détournant, conscient de n'avoir pas d'autre choix. Gesson accepta avec un sourire, disant qu'il allait voir à quel point le garçon était vraiment doué. Il ordonna à Johann de lever son épée pour un duel n'impliquant que des armes. Johann le fixa, répétant la question sur le combat avec une arme. Il comprit alors que son père ne lui avait jamais appris à s'en servir. Père et fils se faisaient face au centre de l'arène. Gesson lui ordonna de dégainer. Johann montra es lame brisé, hilt. Gesson demanda à Philippe de prêter son épée. Philippe s'approcha pour conseiller à Johann de demander pardon, le seul moyen de sortir vivant. Johann refusa, affirmant qu'il n'avait rien fait de mal et qu'un homme ne fuit pas. Il poussa son frère, saisit la nouvelle épée et se prépara au duel. Gesson ajusta son casque pour le combat. Face à son père, Johann se concentra, prêt à prouver sa valeur. Il chargea. Gesson, les yeux écarquillés, observa. Johann attaqua avec force. Son épée frappa l'axe de Gesson, et la lame se brisa sous l'impact. Un éclat s'envola, touchant Johann à la tête. Gesson recula, toujours tenant son arme, et fixa son fils les dents serrées. Il avança avec la hache, traitant Johann de parasite. Johann se pencha en arrière sous la force du coup. Philippe déclara que Johann avait insulté le seigneur. Un villageois fit remarquer que Gesson voulait vraiment le tuer. Gesson attaqua encore, criant qu'il n'avait jamais appris à Johann l'escrime, car il était inutile et qu'il ne le dépasserait jamais. Gesson cria que le domaine était à lui et que personne, pas même l'empereur, ne pouvait le lui prendre. Johann le fixa, le sang coulant sur son visage et goûtant de sa blessure au front dans ses yeux. Philippe cria son nom. Gesson frappa Johann au visage avec le côté de la hache. La foule regardait. Johann bloqua le coup avec le pommeau de son épée, qui se fissura et se brisa. Il regarda son père et admit sa défaite. Johann s'agenouilla devant Gesson, des fragments d'épée autour de lui. Gesson s'approcha et lui ordonna de connaître sa place. Il menaça Johann, disant que s'il le revoyait, il écraserait son crâne. Puis, il se détourna et partit, laissant Johann seul dans l'arène. La foule l'entoura, et un villageois appela son nom. Au loin, dans une église, une voix déclara que les actions de sœur Gesson étaient injustes. À l'intérieur, Johann demanda au locuteur de baisser la voix, mais le prêtre cria qu'il s'en fichait, car il venait du Vatican. Il continua, se demandant comment Gesson pouvait traiter son fils ainsi. Johann, la tête bandée, affirma qu'il était vivant et bien. Le prêtre trouva cela ridicule. Le jeune homme détourna le regard et s'appuya contre une table, se lamentant. Bien qu'il n'ait jamais appris l'escrime, il ne réalisait pas son impuissance. Le prêtre le consola, disant qu'il était normal qu'il ait perdu. Sœur Gesson, aguerrie, avait hérité des techniques familiales. Il raconta une rumeur selon laquelle Sœur Etz avait tué 300 soldats à lui seul sur un domaine voisin, impressionnant Johann. Johann commenta l'importance de la technique. Il ajouta qu'il pensait pouvoir vaincre son père, puisqu'il avait affronté un énorme loup noir. Le prêtre se tourna brusquement vers lui, attrapant Johann. Il exigea de savoir s'il avait vraiment vu un loup noir dans la forêt. Johann confirma, ajoutant que Joseph et Del l'avaient aussi vu. Le prêtre réagit avec alarme. Johann demanda quel était le problème. Le prêtre se détourna, sortant un livre de l'étagère. Il l'ouvrit devant Johann et expliqua que les loups noirs sont vus comme tabous, des présages de mort et d'effusion de sang. Johann dit qu'il ne croit pas cela, mais suppose que le loup pourrait être lié à son duel avec son père. Le prêtre le rassure. Ce ne sont que de vieilles histoires et peut-être que Dieu l'aide parce qu'il est bon. Le prêtre conclut que Johann met les autres avant lui, ce qui le fit sourire. Johann endouta. La scène s'éloigna pour montrer le domaine de nuit, puis la narration se tourna vers la baronnie britannique, près des Terrets. Des cris de détresse et des supplications résonnent dans la nuit. Une femme avec un enfant implore pour sa vie. Tous deux sont dans leurs derniers instants. Une traînée de sang s'étend dans l'obscurité. Une main tombe sans vie sur le sol. Un soldat demande pourquoi ils essaient de fuir. Un autre répond qu'ils vont mourir de toute façon, soulignant la cruauté. Un troisième soldat remet en question l'ordre de tuer et de brûler les corps, puis décide de s'en moquer. Ils font juste leur boulot pour l'or. Deux silhouettes se rencontrent devant une grande porte en flammes.
Un homme s'agenouille devant sœur Karimov. Karimov se présente alors comme l'épée de l'Empire saint et la représentante de Sa Majesté impériale. En tant que collectrice de sceaux, elle décrète qu'elle punira tous les nobles corrompus selon les souhaits de l'empereur. Elle promet que tous ceux qui se tiennent aux côtés de l'empereur seront récompensés par de l'or et de l'honneur. Karimov pointe en avant, ordonnant à ses troupes de tuer, piller et brûler tout. Son armée avance, déclarant que le domenech c'est le suivant. Sur un champ de bataille, deux silhouettes échangent des coups d'épée. Les lames s'entrechoquent près d'un aume. Un chevalier en armure complète bloque une attaque, tandis que son adversaire capuchonné part en retour. Un mouvement rapide arrache le aume du guerrier capuchonné. Du sang gicle dans l'obscurité. Le casque vide roule sur le sol en pierre, révélant le visage ensanglanté de l'homme. Ses yeux s'ouvrent soudainement. Johann se redresse dans son lit, haletant. Il est seul dans sa chambre. La main sur le visage, il se demande si ce n'était qu'un rêve. Puis il réalise qu'il a eu le même cauchemar depuis qu'il a vu ce loup noir. Il se souvient de l'avertissement. Le loup est un présage de malheur. Son existence même était un mauvais signe, apportant sang et mort. Il se rappelle que les prêtres l'appelaient même le signe de la mort, mais Johann rejette cette pensée. Ce n'est qu'une légende, se dit-il. Il n'a pas blessé le loup. Puis, le souvenir de sa rencontre avec la créature dans la forêt revient. Il a lancé un gros caillou, chassant ses pensées inutiles. Il décide de s'entraîner. Au crépuscule, Johann s'entraîne seul sur une colline. Une voix l'appelle, le traitant de gamin inutile. Il se tourne, deux hommes s'approchent, lui rappelant l'avertissement de son père de rester discret. Il le provoque en ricanant, demandant si couper du bois le rend vraiment plus fort. Pour eux, briser des bûches est un tour facile pour quelqu'un comme lui. L'un se moque de son rêve de rejoindre la garde, insistant sur le fait que son père ne nommerait jamais un déchet comme lui. Il finit en disant que son père ne l'utiliserait que pour lui briser le crâne et le donner au cochon. D'un seul coup, Johann pulvérise complètement la bûche devant. Les deux hommes restent là, les yeux écarquillés, la bouche bée. Il se tourne vers la souche éclatée. Puis de nouveau vers les hommes. Il les invite à s'approcher et à répéter ce qu'ils viennent de dire. Ils refusent et s'enfuient, criant qu'ils vont tout dire au père de Johann. Il les regarde s'éloigner, murmurant qu'ils sont pathétiques à ne pas se soucier de leur avenir. Il les ignore et retourne à son entraînement. Une autre voix confirme leur dire. Philippe s'approche, informant Johann que leur père n'a aucune intention de le nommer à un poste. Johann répond qu'il s'en doutait. Étant donné qu'il n'a pas encore été tué, cela pourrait être pire. Philippe demande s'il est déçu. Mais Johann dit qu'il devra trouver un autre moyen de gagner sa vie. Philippe révèle alors que leur père a peur de lui. Johann stoppe son coup en l'air et se tourne vers son frère. Philippe précise que la force de Johann menace leur père. Le père veut des fils obéissants comme Philippe, mais Johann insiste pour vivre selon ses propres principes. Philippe conclut que leur père croit que la force de Johann finira par tout lui prendre, tout comme il a pris tout à leur grand-père. Johann se tourne avec un sourire, qualifiant tout cela d'absurde. Philippe ordonne à un serviteur d'apporter ce qu'il a demandé, et l'homme obéit rapidement, ouvrant un grand sac en toile. Johann fixe le contenu, demandant ce que c'est. Dans le sac se trouve un surcot, une épée longue et une cuirasse de rechange. Philippe déclare qu'il n'est pas comme leur père et qu'il n'est pas assez fou pour se débarrasser de quelqu'un de capable. Johann l'observe en silence. Philippe promet de nommer Johann capitaine de la garde quand il sera seigneur et lui demande de continuer à s'entraîner sans causer de problème. Johann crie qu'il ne cause jamais de problème. Philippe et le serviteur s'en vont, laissant le jeune homme seul sur la colline. Il regarde la cuirasse et réalise que c'est la même armure que dans son rêve. Il se demande si la portée signifie qu'il va mourir comme dans le cauchemar. Pourtant, pour une raison quelconque, il sent qu'il peut surmonter ce destin, même sans preuve. Johann décide que de toute façon, il aura besoin d'équipement s'il veut gagner. Il enfile la cuirasse et la cape, ajustant l'équipement à son corps. Un rire résonne au loin alors que le soleil se couche. Dans une taverne, un homme jure qu'il dit la vérité, tandis qu'un autre l'accuse de mentir. Il raconte comment sœur Johann a tué des loups pour sauver d'elle et Joseph, le qualifiant de modèle de chevalier. Deux hommes conviennent que Johann est plus noble que leur gazon, tandis qu'une silhouette capuchonnée écoute. Un villageois dit que Johann aurait dû couper la tête de Gazon. Joseph arrive et annonce que les boissons sont pour lui. La figure capuchonnée demande pourquoi. Joseph lève sa chope pour porter un toast à sœur Johann, qui a sauvé sa fille, d'elle. Un homme se tourne vers l'inconnu et lui demande qui il est, car il ne l'a jamais vu ici. La figure capuchonnée dit qu'il critique le Seigneur devant un étranger. Le villageois le fixe, et l'inconnu remarque que les locaux n'ont pas peur.
L'homme capuchonné trouve leur histoire intéressante et exige d'en savoir plus sur Johannes, effrayant les villageois. Au loin, Johan marche dans le village la nuit. Il rêve du promesse de Philippe de le nommer capitaine de la garde, croyant que son chemin doré est enfin arrivé. Soudain, Johan s'arrête et regarde sur le côté. Il aperçoit un homme ivre assis par terre. En tant que futur capitaine de la garde, Johan ne peut l'ignorer. Il s'approche et propose de le raccompagner pour qu'il ne prenne pas froid. Soudain, il sent une dague glaciale contre sa gorge. Il lève les yeux, cherchant à comprendre. Il se demande si Gesson a envoyé l'assassin, mais écarte cette idée. Il pense à la maîtresse ou à Philippe, sans pouvoir deviner qui l'a envoyé. Johan demande à son agresseur ce qu'il veut. Supposant qu'il s'agit d'argent, il offre tout ce qu'il a pour sauver sa vie. Mais l'homme capuchonné dit avoir déjà assez d'argent. Il l'appelle par son nom et annonce qu'il posera une question. Il le prévient. Si la réponse ne lui plaît pas, sa gorge sera tranchée. Johan est choqué par cette condition, conscient qu'une mauvaise réponse signifie la mort. Il se ressaisit, prêt à donner la réponse parfaite. L'homme annonce le début de l'interrogatoire. Johan se prepare. L'homme capuchonné commente le physique de Johan et demande s'il est vraiment le fils de Gesson. Johan est surpris par la question. Étant donné les enjeux de vie ou de mort, il grince des dents, incertain de la réponse à donner. Enfin, Johan dit que parfois, un lion peut naître d'un cochon. La silhouette capuchonnée reste silencieuse. Johan se demande s'il a mal répondu. La capuche de l'homme bouge légèrement, puis il éclate de rire. Il dit que la réponse lui plaît, mais refuse de libérer Johan. La silhouette déclare que Johannes lui appartient désormais. Johan ne comprend pas. Cet homme est Kegel, le plus grand assassin de l'Empire et maître du poison de la guilde Nezo. Il a perfectionné son art de l'épée à travers d'innombrables meurtres, devenant le serpent poison. Mais Kegel avait un problème. Il ne trouvait pas de successeur pour sa technique. Il a cherché partout, ne rencontrant que des incapables. Quelques-uns avaient du potentiel, mais ont été vaincus. Un a refusé d'apprendre les compétences d'assassin, préférant mourir plutôt que de souiller son honneur. Kegel a exaucé son souhait, tuant plus de 30 héritiers de familles nocturnes. Impatient, il a vu la sorcière de l'Empire. Une voix l'appelle le serpent poison, celui qui accorde des morts paisibles. La sorcière révèle que le disciple qu'il cherche est au château d'Etz, un des fils de ce seigneur. Kegel se demande si son successeur est vraiment dans un endroit si oublié. La sorcière lui propose de récupérer son argent si la prophétie échoue. Il accepte, décidant de lui faire confiance. Kegel croyait avoir perdu trop d'années et manqué de temps, mais le doute l'accompagnait en entrant dans le domaine Etz. En regardant le château, il décide qu'il tuerait le garçon s'il ne l'aimait pas. De retour au présent, Kegel se présente comme le maître de la guilde Nezo et dit que Johan sera son successeur. Il lui donne un choix. Mourir par son épée ou apprendre son art de l'épée. Ce sont les seules options. Johan est abasourdi par la proposition. Puis il crie, demandant combien il doit payer pour apprendre. Kegel répond qu'il ne prend pas d'argent, surprenant Johan, qui comprend qu'un maître de guilde exceptionnel va l'enseigner gratuitement. Johan saisit Kegel, disant qu'il a attendu toute sa vie quelqu'un comme lui. Mais Kegel lui rappelle que son art de l'épée est celui d'un assassin. Il prévient qu'apprendre la technique le marquera comme une honte pour n'importe quelle famille nocturne. Fr. Johan crie qu'il se moque de l'honneur et de la honte et supplie d'apprendre. Kegel acquiesce, notant qu'un gamin comme lui, c'est du jamais vu. Johan l'appelle maître et demande s'il aura une allocation, car Kegel a mentionné avoir beaucoup d'argent. Fr. Kegel le fixe, réalisant que ce gamin est incroyable. La scène passe au château Etz. Gesson Etz, sur son cheval, annonce que l'inspection est finie et qu'il s'absentera un moment. Philippe lui dit au revoir et promet de veiller sur le château. Fr. Madame Etz déclare alors que peu importe combien il se bat, ce château sera à elle. Philippe l'appelle folle et affirme qu'il sera le prochain seigneur du château. Gesson se détourne, fatigué d'eux, et dit qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Fr. À l'intérieur du château, Philippe informe son père que Johan n'est pas encore revenu et demande quoi faire. Philippe regarde son père, mais Gesson lui ordonne de ne pas perdre de temps avec ce gamin. Sa mort ne les concerne pas. Philippe s'excuse auprès de son père. Fr. Il se détourne, se demandant où est Johan. Dans la forêt près du château, Kegel dit qu'il va vérifier ses compétences. Johan demande une épée, expliquant qu'il les casse souvent. Kegel lui en donne une. Fr. Kegel observe, jugeant le garçon imprudent et détestant tout chez lui. Il tire son épée, envisageant de le tuer, et lui demande s'il est prêt. Johan répond oui, épée en main. Maître et apprenti se font face dans la forêt. Fr. Kegel questionne Johan et décide qu'il doit aussi mourir. Johan demande s'il doit utiliser son art de l'épée ou s'il peut se battre comme il veut. Kegel lui dit de faire comme il préfère. Il l'autorise à se battre avec n'importe quoi, poing, pierre ou lame. Fr.
Johann saisit l'épée avec force et libère une puissance écrasante. Kegel l'observe, entouré d'éclats dans les airs. À cet instant, il comprend enfin que ses doutes étaient Fr. Ce garçon est monstrueusement fort. Johann charge avec un coup de poing qui crée une pression d'air immense, surprenant Kegel. Il comprend que si le coup touche, ses poumons et muscles seront écrasés. C'est comme combattre un lion. Fr. Plus tard, la main de Kegel repose sur la garde de son arme. La scène montre un combat intense où son maître se déplace de façon imprévisible. Johann se demande d'où l'attaque viendra, puis la lame du maître le frappe en plein visage. Fr. Il est projeté au sol par l'impact. Son maître recule, le regardant allongé. Il dit qu'il a frappé avec le plat de la lame, mais Johann ne s'est pas évanoui. Il le trouve ridicule. Fr. Le maître affirme que s'il était né il y a 1000 ans, il aurait été appelé un héros légendaire. Johann le remercie, mais Kegel l'interrompt en disant qu'il a une faiblesse critique. À ce rythme, il mourra quoi qu'il arrive. Allongé, Johann demande ce qu'il veut dire par là. Fr. Le maître dit que Johann ne contrôle pas sa force, ce qui le tuera. Johann répond qu'il ne s'attaque pas à lui-même. Kegel se prépare et le défie d'attaquer à nouveau s'il est si sûr. Fr. Il propose que si Johann brise son épée au lieu de la sienne, il lui donnera de l'or. Johann charge, criant pour qu'il tienne sa promesse. Il frappe de toutes ses forces. Les lames s'entrechoquent, mais l'épée de Johann se brise. La force de recul le repousse en arrière. Fr. Johann comprend que la situation est semblable à son combat contre son père. Son maître lui demande s'il saisit, précisant qu'il a perdu à cause de sa force. Il l'avertit de contrôler son pouvoir, sinon il mourra. Fr. Johann retire un fragment de ses vêtements et demande s'il a jeté là exprès. Il comprend maintenant et apprendra à contrôler sa force, car il est le futur capitaine de la Gardetz. Fr. Son maître explique que s'il sait contenir sa puissance, il peut réaliser des choses incroyables. Kegel attaque avec le fourreau de l'épée pour le prouver, coupant son armure avec aisance. Johann, perplexe, réalise que c'est juste un fourreau. Le maître demande s'il a vu. Fr. Il explique qu'avec le contrôle, on peut couper n'importe quoi, même sans épée. Il ne peut imaginer la puissance de Johann une fois qu'il maîtrisera sa force. Johann écoute attentivement. Kegel annonce le début de l'entraînement, prévenant que ce sera difficile et qu'il pourrait même mourir. Fr. Il demande si le jeune est prêt. Johann sourit et crie oui. La scène se déplace vers un village avec un château au loin. Johann marche dans les rues et, après un moment, il apparaît avec un visage tuméfié. Fr. Il réalise qu'il apprend enfin à se retenir, mais se demande quand il maîtrisera le véritable art de l'épée. En entendant un bruit, Johann se retourne et aperçoit un groupe de soldats. Il se demande s'ils sont des elfes, et en s'approchant, il leur demande qui ils sont, mais l'un lui ordonne de quitter la zone restreinte. Fr. Johann pointe l'elfe, demandant qui il est pour donner des ordres. Le soldat lui demande qui il pense être. Il se présente comme membre des loups d'Akaton, les mercenaires d'élite de l'Empire. Le jeune s'excite en entendant qu'ils sont des mercenaires et demande quel est le salaire. Fr. Pour un seul travail, ils reçoivent 2 pièces d'or, bien plus que le salaire d'un capitaine de garde. Un elfe dit que la compétence est essentielle, et Johann acquiesce, pensant qu'il n'a jamais vu d'or et envisage de changer de carrière. Fr. Alors qu'ils discutent, une silhouette imposante s'approche. Un guerrier en armure complète s'arrête devant lui. Johann ressent une présence écrasante et instinctivement met la main sur son épée. Il se prépare à dégainer, puis s'arrête, en sueur, se demandant pourquoi il a voulu le faire. Fr. Un elfe pointe son épée vers Johann, l'accusant de manque de respect pour avoir tenté de dégainer devant Sir Karimov. D'un geste, le guerrier l'interrompt, disant que ça va. Monté à cheval, il demande qui est Johann. Johann reste silencieux. Fr. Entouré par les épées des autres soldats, il se présente comme Johann de la maison Hetz. Le guerrier tend la main vers son casque. Il l'enlève, révélant qu'il est Karimov, un chevalier de la garde impériale de l'Empire Saint. Fr. Johann réalise qu'il a instinctivement mis la main sur son épée. Jamais il n'a ressenti cela, même face au loup noir ou quand son père a tenté de le tuer. Son intention de tuer est suffocante, comme celle d'une proie devant un prédateur implacable. Karimov lui ordonne de s'écarter. Fr. Il reste paralysé sous la pression. Finalement, il réussit à bouger. Les elfes, en s'éloignant, remarquent qu'il a l'air effrayé et l'avertissent d'être prudent la prochaine fois. Fr. Si jamais il y a une prochaine fois, Jane, une chevalière en formation, demande à Sir Karimov s'il est acceptable de le laisser là. Karimov répond qu'il ne veut pas causer de problème aujourd'hui. Il ajoute « pas encore », tandis que Johann observe le groupe entrer par la porte. Seul, il se demande pourquoi un chevalier de l'empereur. Fr. Un homme court en entendant que Sir Karimov est arrivé. Philippe Hetz se précipite dans les couloirs. Pourquoi une telle figure viendrait ici? Essoufflé, il se présente comme le prochain seigneur Hetz et demande la raison de sa visite. Madame Hetz l'interrompt. Fr. Elle fait l'éloge de Karimov et présente son fils, Johann, comme le véritable futur seigneur. Elle ajoute que si elle avait su pour lui,
Elle se serait mariée plus tard. Elle l'invite à entrer dans le château, mais Karimov l'ignore et continue de marcher. Madame l'appelle sans réponse. Fr. Il met son paume de côté. Assis sur son Fr. Philippe serre les poings. Elle veut profiter de l'occasion pour promouvoir son fils comme prochain seigneur. Karimov saisit la garde de son épée, crie au silence, ordonne à tous de sortir et exige de l'alcool. Il attendra Gesson à l'intérieur du château. Fr. Pendant la nuit, Johan s'entraîne avec son maître en bloquant des coups. Distrait par l'arrivée de Karimov, Kegel le gronde et lance des dagues pour qu'il se concentre. Le jeune esquive les attaques, mais une lame effleure son cou. Son maître l'avertit. Fr. Il serait mort si les dagues avaient été empoisonnées. Pourquoi ne se concentre-t-il pas? Johan explique que les chevaliers de l'empereur sont arrivés au village. Quelque chose cloche. C'est le territoire de la famille Hetz, il ne devrait pas fermer les portes ainsi. Fr. Kegel demande ce qu'il peut faire. Suspicieux ou pas. Il décrit Karimov, le chevalier direct de l'empereur, le plus fort guerrier du continent, en armure légendaire. Johan demande s'il est plus fort que lui. Le maître reste silencieux un moment, puis parle. S'il devait affronter Karimov, il fuirait sans hésiter. Kegel l'interrompt, lui ordonne de se taire et crie qu'il est idiot, qu'il devrait connaître sa place et qu'il ne maîtrise même pas sa force. Johan ferme les yeux un instant, puis il se lève, épée en main, et déclare qu'il va le faire. Son maître soupire et l'appelle au combat. Les deux se chargent à grande vitesse. Johan est frappé par le fourreau, mais crie de continuer. Même touché, il insiste pour réessayer et n'abandonne pas. Kegel crie pour qu'il avance à nouveau. Le jeune ne comprend pas pourquoi il ne peut pas couper un simple fourreau. Il se rappelle alors qu'il doit concentrer sa puissance à la pointe de l'épée, pas juste balancer. En balançant l'arme, Johan commence à comprendre ce que signifie contrôler sa force. Kegel remarque que le son sourd de son épée s'affine. Johan croise son épée avec le fourreau de son maître dans un puissant coup. Il réalise quelque chose. S'il combine tout ce qu'il a appris avec la bonne force, il peut y arriver. Kegel sent que la prochaine attaque sera dangereuse. Puis, il attaque d'un mouvement précis et rapide, coupant la pointe du fourreau de Kegel. Johan célèbre son exploit avec enthousiasme. Il crie qu'il l'a fait et réalise que ce n'était pas si difficile. Kegel l'observe, pensant que c'est de la chance. Le maître l'appelle par son nom, et il répond. Kegel sort son épée. Il prévient qu'il ne retiendra pas ses coups cette fois. Johan avance avec force, et l'impact le propulse en arrière. Johan saute de joie, célébrant sa victoire. Kegel se demande quel genre de garçon il est, émerveillé. Johan peut utiliser la technique secrète de l'épée, la langue du serpent, bien qu'il n'ait été enseigné qu'à contrôler la force. Johan a parfaitement absorbé la technique après l'avoir vue brièvement le premier jour de leur rencontre, et maintenant il l'utilise mieux que le maître lui-même. Kegel reste silencieux un moment. L'expérience du vieil assassin lui murmure quelque chose. À moins d'un miracle, Johan est déjà devenu quelqu'un qu'il ne peut vaincre. Kegel, maître de la guilde d'assassins nés au poison, murmure doucement. Il traite Johan de garçon absurde, tandis que ce dernier célèbre l'apprentissage de la technique. Cette nuit-là, Kegel annonce la fin de ses enseignements et qu'il partira à l'aube. Johan questionne ses décisions, mais son maître dit qu'il a tout ce qu'il faut. Il l'admet. En une semaine, Johan est devenu plus fort que lui. Kegel dit que sa maîtrise de l'épée ne disparaîtra pas et lui conseille de vivre comme il l'entend. Johan demande pourquoi il part. Il répond que c'est sa façon de faire. Johan lui demande au sujet du loup noir. Kegel confirme que c'est un signe sinistre. Johan dit qu'il a trouvé récemment et a rêvé que sa tête était coupée, pensant que son maître était l'Omen. Kegel répond que s'il l'avait tué, cela aurait été le signe. Le malheur n'a pas de forme fixe. Il dit qu'il va lui donner un conseil avant de partir. Le premier est de trouver une arme adaptée à sa force, en acier d'Ani pour résister à son pouvoir. L'acier d'Ani est un métal légendaire chargé de magie, dont la méthode de création est perdue. Il ne peut être extrait que des ruines anciennes, rendant les armes en ce matériau très rare. Johan demande pourquoi c'est conseillé s'il ne peut pas se le permettre. Kegel répond que c'est juste pour qu'il sache quoi chercher. Kegel l'avertit. S'il voit quelqu'un avec une arme en acier d'Ani, même de loin, il doit fuir sans se retourner. Il lui dit que s'il ne connaît pas ses limites, il ne vivra pas longtemps. Johan promet de s'en souvenir. Le maître se lève et Johan demande s'il s'en va déjà. Kegel conseille à Johan de ne pas affronter des adversaires qu'il ne peut battre et d'utiliser tous les moyens pour tuer si nécessaire. S'il suit cette règle, il ne mourra probablement pas. Et surtout, il lui demande de ne pas mourir. Johan regarde son maître s'éloigner dans la forêt sombre, se remémorant ses paroles sur fuir ou tuer. Et enfin, qu'il doit toujours survivre.
Johann promet de se souvenir de ces mots. Pendant ce temps, au château d'Etz, Madame Etz demande à Karimov si l'alcool lui plaît. Il répond que la boisson a le goût d'urine pourrie et lui ordonne. Madame Etz dit que la seule meilleure boisson est dans la chambre de l'Orgésan. Elle lui propose de se déplacer dans une chambre plus confortable, car il doit être fatigué. Elle assure que la chambre est très agréable et qu'ils pourraient s'amuser ensemble. Karimov lui ordonne de disparaître. Madame Etz insiste. L'Orgésan arrivera tard et il manque de temps. L'expression de Karimov change. Il en a assez et va s'amuser. Un cri résonne dans la pièce. Karimov tient le matom par le cou, évoquant le massacre comme divertissement. Philippe regarde par une fissure dans la porte, terrifié. Johann, de retour, s'arrête au sommet d'une colline, scrutant l'horizon et se demandant ce qui se passe. Le village et le château brûlent. Il se demande pourquoi tout brûle. Gézan Etz chevauche avec ses hommes et s'inquiète de la fumée qui s'élève de ses terres. Un homme l'avertit que le feu est important et qu'il doit revenir. Puis, le cheval s'emballe et il arrive aux portes de sa propriété. Les gardes se moquent de lui pour sa lenteur et le pressent d'entrer. Ils l'avertissent que Sir Karimov n'est pas très patient. Gézan fait face à la scène devant lui. La cour est jonchée des corps de ses hommes et serviteurs. Leurs visages sans vie sont éparpillés sur le sol. Il lève les yeux vers la silhouette devant lui. Une personne en armure s'avance. Sir Karimov le salue en disant qu'il est en retard. Gézan, main sur le manche de sa hache, tire son arme et exige de savoir ce que Karimov fait. Karimov l'accuse de haute trahison et d'assassinat tenté de l'empereur. Il annonce que la maison Etz sera éradiquée par décret. Gézan Etz crie que c'est une purge. Ils ne font que l'accuser faussement pour l'exécuter. Il avance alors contre Karimov, déclarant qu'il ne le laissera pas faire ce qu'il veut. Sir Karimov ordonne simplement de sonner la trompette et donne l'ordre de récupérer le sceau de la famille Etz et de purger tout le territoire. Un soldat porte la trompette à sa bouche pour donner l'ordre d'effacer cette terre. L'armée impériale avance en criant dans le village en flammes. Un soldat s'approche d'un villageois blessé, qu'il insulte de cruels bâtards. Puis le soldat demande s'il est si difficile de dire où se cache le fils de porc. Il décide de l'envoyer à son dieu. Mais Johann Etz bloque le coup. Le jeune homme tranche le soldat, et le villageois voit le sang gicler. Il lève les yeux et reconnaît son sauveur comme Lord Johann. Johann l'aide à se relever et demande ce qui se passe. L'homme répond que les troupes impériales tuent tous les villageois qu'elle voit. Le père Valbert ajoute alors qu'il est possible que l'Orgésan ait déjà été tué aussi. Johann Etz apprend la nouvelle sur son père. Le père Valbert dit qu'il brûle le village pour tout exterminer. Le jeune homme comprend qu'il doit retourner au château. Il entend alors une voix familière et se tourne vers le son, tandis que Valbert l'appelle. Johann trouve la petite Delle par terre et lui demande si c'est bien elle. Il lui dit qu'elle est en sécurité et l'appelle. Soudain, il sent un danger. Delle pointe derrière lui, balbutiant que son père a été touché. Johann se retourne. Le père qui protégeait et souriait à sa fille est maintenant tombé au sol. Sans vie, Johann voit les corps de plus de villageois autour de lui. La famille qu'il accueillait autrefois joyeusement est maintenant morte sur le sol. Les hommes avec qui il a bu et ri ont également été tués. Il serre les dents. Delle s'accroche à sa cape. Johann lui dit qu'il est dangereux d'être seul et qu'elle doit rester avec le père Valbert. Elle acquiesce. Puis, il se tourne et marche vers les flammes, Valbert criant qu'il doit fuir. Johann s'arrête en entendant son nom. Il lève les yeux vers un étendard impérial portant la tête de son père, Gézan Etz. Un panneau en bois indique que le duc a été exécuté pour trahison contre l'empereur. Il avertit que quiconque prendra son corps sera puni pour le même crime, signé par Karimov. Un soldat à proximité le reconnaît et demande s'il n'est pas le fils du bâtard. L'homme se moque, pensant qu'il a fui, et demande s'il est revenu pour mourir. Johann tire son épée rapidement. Il coupe le mât de l'étendard qui tombe et est piétiné. Le soldat crie aux autres de ne pas rester là et de le tuer. Johann les fixe, avance et abat les soldats. Le dernier tombe. Johann se tient seul au milieu de la destruction de son village. Il se demande pourquoi il fait cela et retourne au château. Il se souvient de l'avertissement du père Valbert de fuir, réalisant qu'il devrait courir. Retourner pour affronter Karimov ne mènerait qu'à une mort inutile. Soudain, il entend son nom. Il trouve Philippe Etz blessé parmi les corps d'autres chevaliers. Philippe le reconnaît et dit qu'il est en vie. Philippe demande pourquoi il est revenu. Il l'avertit de partir, car il mourra s'il reste. Philippe enlève alors son aume, disant qu'il voulait le lui donner quand Johann deviendrait lord. Johann tient le aume, serrant les dents. Un souvenir de son maître lui revient. Comprendre la différence de compétences et fuir si c'est dangereux. Malgré l'avertissement que l'adversaire est un chevalier de l'empereur,
Johan prend sa décision. Il se souvient des mots de son maître. Si tu dois te battre, tu dois tuer. Johan met son aume, déclare que le moment est venu, puis se lève. Il entre dans le château et fait face à un groupe. Johan serre le poing et appelle Karamov. Il avance vers les hommes, criant aux bâtards de sortir. Le jeune homme se tient fermement sur le sol en pierre, immobile dans son armure. Du sang goutte de son épée. Sir Karamov apparaît enfin, notant que le fils fugueur d'Etz a survécu. Il le reconnaît comme Johan Etz, l'homme qui était devant le château plus tôt. Johan dit qu'il n'est pas d'humeur à échanger des noms et demande à Karamov de le voir comme un homme très en colère. Karamov dit à Johan qu'il aurait dû continuer à fuir pour vivre, devinant qu'il ne se soucie pas de sa propre vie. Karamov accepte alors l'affrontement imminent. Avec son épée à la main, il défie Johan d'attaquer s'il veut mourir. Johan répond que ce n'était pas nécessaire de le dire. C'était exactement ce qu'il comptait faire. Johan avance. Son épée s'entrechoque avec celle de Karamov au milieu des flammes. Leurs lames se pressent. Johan tente une frappe latérale, mais Karamov bloque l'attaque avec force. Les épées glissent l'une contre l'autre. Karamov le désarme d'un coup puissant. L'épée de Johan s'envole et il recule pour esquiver. Il atterrit et se prépare. Karamov trouve ça amusant. Les épées de Johan se brisent en morceaux, flottant autour de lui. Johan observe les fragments d'armes. Karamov avance et attaque avec son épée. Le coup descend en arc, tranchant un pilier de pierre. Karamov trouve la situation intéressante et dit que Johan est plus fort que Brie ne l'a jamais été. Puis Karamov aperçoit un de ses soldats. Il lui arrache la tête et la lance, déclarant que c'est vraiment amusant. Il exige que le bâtard d'Etz l'amuse encore. Johan se ressaisit et bloque la prochaine attaque, fissurant l'armure de Karamov. Il en profite pour contre-attaquer. Sa lame coupe le bras de Karamov, qui recule de quelques pas. Les deux se font face. Karamov regarde son bras, se demandant comment Johan a pu entamer son armure en danistyle. Il observe les dégâts sur son gantelet. Johan serre le pommeau de son épée. Karamov trouve impossible qu'un humain puisse endommager le danistyle et remet en question son identité. Puis, le jeune lève de nouveau son épée pour attaquer. Le choc des lames est fort. Karamov est surpris par sa force, mais Johan continue avec une frappe descendante. Karamov bloque l'attaque avec son épée. Il riposte avec un coup puissant. Karamov le juge comme un brute sans technique, qui ne manie que la force. Il se prépare à contre-attaquer. Il dévie le coup de Johan sur le côté. Puis Karamov avance avec une poussée. Johan esquive vivement, réalisant qu'il ne peut pas défendre contre cette attaque simple. Karamov comprend qu'il se bat par instinct, sans technique, et se demande si Gazin ne lui a jamais appris à combattre. Il le voit comme un adversaire dangereux et décide de mettre fin au combat rapidement. Karamov se prépare pour le prochain large coup de Johan. Karamov part le coup, mais la lame s'enfonce profondément contre la sienne. Avec les deux mains, Johan pousse l'épée en avant, mais Karamov parvient à dévier le coup. Le jeune défie Karamov, affirmant que sa tête roulera. Karamov remarque alors un mouvement inattendu de Johan. Ce dernier saisit la lame de Karamov avec ses mains. Une forme de serpent apparaît de son bras, puis il frappe Karamov au visage d'un coup direct. Le coup le projette en arrière avec force, détruisant une partie de son armure. Karamov crache du sang. Son épée tombe et heurte le sol. Il recule en se tenant la bouche, puis reconnaît la technique comme celle de l'assassinat de Kegal. Il comprend que Johan Etz cachait sa vraie force. Ses yeux s'écarquillent. Il se maudit d'avoir baissé sa garde. Son corps se penche en avant, du sang s'écoulant de sa bouche. Une flaque se forme au sol. Il se redresse et fait face à Johan, qui l'observe attentivement. Johan retire son aume et demande pourquoi il a fait tout cela. Karamov répond que tout était pour sa majesté impériale. Il explique que l'Empire est instable, alors sa majesté a dégainé l'épée impériale pour le corriger. Il mentionne l'épée, Mavkara. Karamov, toussant, s'appuie sur son épée, tandis que Johan est devant lui. Puis, il rit et déclare être ému par Johan Etz. Il dit avoir combattu des dizaines de chevaliers pendant des décennies sans jamais en trouver un aussi fort. Karamov l'invite à le suivre à l'Empire. Il déclare que sa majesté a besoin de talents forts comme lui maintenant. Il promet l'or infini de l'Empire, la gloire et d'immenses terres fertiles. L'empereur lui-même le nommera chevalier impérial. Il l'encourage à devenir l'épée de l'empereur. Johan reste silencieux face à l'offre d'or infini. Il détourne le regard, lève les yeux et dit que c'était la vie de ses rêves. Mais maintenant, il ne ressent rien et refuse simplement. Karamov questionne ses paroles. Johan l'affronte pour avoir tué sa famille et des serviteurs innocents. Karamov répète « serviteur » et demande s'il rejette son offre à cause d'eux. Johan grince des dents, puis Karamov crie en demandant qu'il se soucie de leur mort et les traite d'insectes.
Karamov déclare que le fort boit le sang des faibles et que c'est la loi du monde. Johann reste silencieux devant ces paroles. Il serre le poing et s'excuse auprès de son maître, disant qu'il ne peut pas contrôler sa force. Le jeune avance et frappe Karamov au visage. Il continue l'attaque, criant sur les vies sans valeur. L'œil de Karamov reflète le coup qui s'approche. Johann crie en demandant ce qui lui fait croire qu'il est si grand. Il exige ensuite de savoir qui lui a donné le droit de juger qui vit et qui meurt. Johann assène un dernier coup de poing au visage de Karamov. Son œil s'élargit sous l'impact et du sang jaillit. Sa main tremble au sol. Johann abaisse son poing ensanglanté, se tient au-dessus du corps de Karamov, puis se retourne pour s'éloigner. Karamov l'insulte d'idiot. Il dit qu'il aurait dû accepter son offre. Maintenant, il est trop tard. Celui qui a brisé l'épée de l'empereur ne connaîtra que la souffrance. Johann le fixe pendant que le doigt de Karamov tombe. Son corps se dissout. Johann réalise que pour survivre dans un monde qui accepte la mort, il n'a pensé qu'à l'argent. Maintenant, il serre le poing. Tous dans le territoire ont été massacrés, sa famille et ses voisins tués et brûlés. Même si le monde entier devient son ennemi, il marche parmi les corps, car il n'a fait que ce qui devait être fait. Il ne regrettera jamais ce qu'il a fait, peu importe ce qu'ils disent. Car c'est désormais ainsi qu'il vit. Les portes de la forteresse s'ouvrent sous le ciel nocturne. Un garde dégage le chemin Jane et son groupe d'elfes entre dans la cour. Elle se tourne vers un soldat blessé, demandant une dernière fois si son rapport est vrai. Le soldat jure qu'il n'y a pas de mensonge dans ses paroles, la suppliant de le croire. Il raconte comment l'homme a franchi la zone et a battu chaque soldat. Puis, à main nue, a pris la tête de Karamov. Le soldat conclut que c'était la dernière fois qu'ils ont vu Karamov. Jane regarde les corps au sol et demande pourquoi son cadavre n'est pas là. Elle exige de savoir comment croire une telle histoire sans preuve. L'homme avoue qu'il ne comprend pas non plus, mais qu'il a vu. Un autre elfe s'approche. Informant maître Jane, le groupe de poursuite est prêt. Elle confirme qu'elle arrive bientôt. Jane traverse la cour. Elle se tient devant ses troupes, puis donne l'ordre de le traquer et de le tuer. Jane annonce que la cible est Johannetz. Johann court à travers la forêt alors que le soleil se couche. Elle l'accuse d'être un traître à sa lignée et suspect dans le meurtre de sœur Karamov. Le jeune homme fuit à travers les bois, portant Philippe sur ses épaules. Jane ordonne à ses hommes de le chasser. Tuez-le si besoin, mais ramenez-le. Des soldats l'entourent dans la forêt sombre. Un elfe tombe sous son épée. Johann fend un chemin parmi les troupes. Le commandant avertit qu'il peut déchirer l'acier de Dana. Ne l'affrontez jamais seul. Traitez cela comme une chasse au dragon. Elle ordonne la fermeture des routes territoriales pour le poursuivre sans relâche jusqu'à ce qu'il craque. Ses soldats réagissent à la mort de sœur Karamov. Jane fixe son regard. Elle déclare qu'ils doivent apporter la tête de ce bâtard à sa majesté. Un souvenir de Philippe blessé remonte, lui disant d'écouter. Il lui ordonne d'aller à l'écurie, de prendre un cheval de guerre et de fuir, à tout prix. Toujours portant Philippe, Johann atteint l'écurie, épuisé, pensant que c'était la fin. Il se retourne, allettante. Cacher le corps de Karamov n'a pas provoqué le chaos escompté. Le groupe de poursuite avance plus vite que prévu. Il décide de continuer à porter Philippe, utilisant l'armure comme bouclier jusqu'à les perdre. Il lutte pour se tenir debout et ouvre la porte de l'écurie. À l'intérieur, il reconnaît le cheval de guerre de Guézon et le remercie en le caressant. Disant qu'avec son aide, il pourrait se reposer, il décide de nommer l'animal. Le cheval le fixe, et il l'appelle Philippe. Un soldat elfe crie qu'il a vu l'éclat de l'acier de Dana et ordonne une recherche. Il affirme que le bâtard est proche. Un garde dit avoir entendu des sabots. Johann jaillit à travers la forêt à cheval, surprenant les soldats. Il s'accroche au corps dans ses bras alors qu'il charge. Un soldat l'identifie comme Johannite et crie qu'il s'échappe à cheval. Il s'élance rapidement dans l'obscurité de la forêt. Le commandant elfe ordonne à ses hommes de l'abattre. Ne le laissez pas s'échapper. Les soldats tirent des arbalètes. Les flèches frappent l'armure du corps que Johann utilise comme bouclier. Il disparaît parmi les arbres éclairés par la lune et des chevauches dans la nuit, perdant rapidement ses poursuivants. Il atteint les profondeurs de la forêt noire. Il s'arrête, disant que même si Philippe était tordu, le laisser sans sépulture semble mal. Johann regarde en arrière, remarque l'armure coûteuse de Philippe et prend l'épée du corps. Johann l'examine, réalisant que la lame est légère, solide et en acier d'Ani. Il la sort de son fourreau et inspecte les inscriptions. Il reconnaît un ancien script impérial disant « Je suis celui qui réclame les blasons ». Il répète le nom Crest réclamé, se demandant s'il s'agit de récupérer des blasons familiaux. Le nom lui semble sinistre. Il prend l'épée et enterre l'armure. C'est du gâchis, mais il promet de revenir. La portée ne l'aidera pas maintenant. Il commence à creuser une tombe, enfonçant la pelle dans le sol.
Après avoir enterré le corps et l'équipement, il se demande si c'est suffisant. Karimov, le chevalier de l'empereur, lui vient à l'esprit. Il sait qu'une fois la nouvelle répandue, tout l'Empire le chassera, avec les chevaliers de Karimov en quête de vengeance. Sa menace qu'il ne connaîtrait que la souffrance résonne dans ses pensées. Il réfléchit. Sa maison brûlée et sans le sou, il se demande quoi faire et décide de se reposer. Soudain, un grognement résonne dans l'obscurité. Un énorme loup noir apparaît devant Johan. Il fait face à la créature. Le jeune homme, épuisé et déplorant l'arrivée de l'animal, sait qu'il n'a aucune chance dans cet état. À peine capable de tenir son épée, son seul espoir est d'atteindre le cheval et de fuir, mais une voix crie qu'ils ont trouvé son cheval. Des soldats capturent le cheval de guerre, disant qu'il doit être proche. Johan reconnaît les loups d'un chaton et comprend qu'ils les ont rattrapés. Un elfe pointe vers lui, affirmant avoir entendu quelque chose de cette direction. Le groupe vise dans l'obscurité. Il est acculé, un monstre devant lui et des poursuivants derrière. Sans échappatoire, il se demande si c'est la fin. Le loup saute par-dessus lui et attaque les soldats elfiques par derrière, les massacrant. Un soldat crie à l'aide pendant que la créature le malmène. Johan regarde, se demandant pourquoi le monstre l'a épargné. Il comprend que l'animal dégage un chemin. C'est sa chance. S'il ne bouge pas, il mourra. Il grince des dents et court vers son cheval. Il monte en selle, fouette les rênes et s'élance à toute vitesse. Des souvenirs d'enfance défilent, le prêtre lui apprenant à écrire, le temps avec son frère. Johan continue de chevaucher, se remémorant sa jeunesse et son entraînement. Il se souvient des villageois massacrés en s'éloignant de sa patrie. Le souvenir de son frère lui remettant le haume avant de mourir refait surface. Il laisse derrière lui les ruines de son village, où gît le corps d'un soldat elfe. Le loup noir veille sur les soldats qu'il a tués. Il observe Johan disparaître à l'horizon. Des soldats patrouillent sur un chemin de terre, tandis que des colonnes de fumée s'élèvent au loin. Caché dans les broussailles, Johan réalise que sa route d'évasion est bloquée par un poste de contrôle. Il s'affaisse contre son cheval, épuisé. Il n'a pas mangé ni bien dormi depuis son évasion. Pendant 3 jours, le jeune homme a été chassé sans relâche par les soldats d'Akaton. Johan a perdu le compte des fois où il a failli mourir face aux attaques de groupe. Il a atteint sa limite, à peine capable de soulever son épée. Au loin, d'autres gardes bloquent la seule sortie. Il n'a nulle part où aller. Accroupi, il surveille les soldats sur le chemin soudain, un convoi de marchands avec une escorte armée apparaît. Une idée lui vient. Johan décide de se déguiser en marchand pour passer le poste de contrôle sans éveiller les soupçons. Près du convoi, un homme s'adresse à Sir Eldens de la Katana Trading Company. Eldens demande ce qu'il en est. Le mercenaire à ses côtés pointe nerveusement la route. Un cavalier lourdement armé apparaît. Con, le chef mercenaire, propose de se préparer au combat. Un autre mercenaire se demande pourquoi il s'inquiète pour un seul homme. Goran lui dit de regarder de plus près. L'homme est en armure complète et monte un cheval de guerre. De plus, il porte un aume et une cuirasse en métal. Qu'on saisit la tête de Ganson, lui ordonnant de regarder l'épée à la taille du chevalier. La garde montre qu'elle est forgée en acier d'Ani, capable de percer leur armure. Le jeune mercenaire doute toujours de leur possible défaite, car ils sont neufs. Un homme le pousse, agacé de son manque de clarté. Un autre lui donne un coup sur la tête, lui ordonnant de se taire s'il ne sait rien. Eldens ordonne à Goran et Con de préparer tout le monde à attaquer au moindre mouvement suspect. Il va d'abord vérifier la situation et tous doivent attaquer à son signal. Les 2 mercenaires confirment, puis Eldens descend du chariot et s'approche du chevalier. En marchant, Con dit à ses hommes de faire tomber la cible de son cheval dès le début du combat. Le marchand se présente comme Eldens de la Katana Company et demande le nom du chevalier pour éviter les malentendus. Johan, sous son aume, est surpris de découvrir qu'il s'agit d'un homme-chat. Eldens surveille ses mercenaires prêts au combat. Johan perçoit la méfiance et décide de faire baisser la garde de l'homme-chat. Il se présente donc comme Johan et explique que son apparence est due à une attaque de bandits. Il demande à Eldens de dire à ses hommes de ne pas l'attaquer. Le marchand s'excuse, justifiant cela en disant qu'en tant que vendeur, il doit toujours être préparé au pire. Johan dit qu'il comprend la situation et demande s'il peut voyager avec le groupe, ayant perdu tout son argent lors de l'attaque. En échange de nourriture et d'un endroit pour dormir, il propose d'aider à protéger le convoi. Eldens s'évalue et finit par accepter. Il informe Johan qu'ils vont vers Marcel et lui conseille de faire connaissance avec les mercenaires. Le jeune homme le remercie, même s'il ne connaît pas la destination. En s'éloignant, Eldens dit à ses hommes de surveiller Johan, un vagabond. Et s'il se passe quoi que ce soit, il leur ordonne de ne pas hésiter à le tuer. Les mercenaires acquiescent. Johan doit maintenant se concentrer sur le passage du poste de contrôle. Le convoi reprend sa route.
Un soldat au poste alerte les autres que des gens approchent. Les loups d'Akaton ordonnent alors au convoi de s'arrêter pour une brève inspection. Johan atteint enfin son obstacle, espérant passer inaperçu. Eldens s'avance et se présente, demandant à parler directement à la personne en charge. Le garde reconnaît la Katana Trading Company. Un soldat s'approche et exige qu'il retire son aume pour montrer son visage. Il prétexte un problème de peau. Les gardes se moquent de lui et insistent pour qu'il montre son visage. Le chef du groupe se demande si le chevalier cache quelque chose. Il se fixe alors, tendu. Johan se prépare au pire et place sa main sur la garde de son épée. Cependant, la discussion est interrompue par une voix. Eldens crie aux soldats, leur demandant s'ils osent soupçonner sa compagnie et exigeant de voir le commandant. Il menace le garde, disant que s'il y a d'autres interférences, il déposera une plainte directe au capitaine, personnellement à la succursale de Marcel. Le garde cède et ordonne à ses hommes de dégager le chemin. Les autres soldats expriment leur frustration face à la décision de leur supérieur. Le chef du groupe dit à Johan qu'il a eu de la chance. Le convoi passe enfin le poste de contrôle et continue. Le jeune chevalier jette un dernier regard en arrière, tandis que les soldats regardent le groupe s'éloigner. Au crépuscule, les mercenaires sont rassemblés autour du feu de camp pour organiser les tours de garde. Dans sa tente, Eldens vérifie un rouleau. Il s'approche ensuite de Johan et le renvoie se coucher. Comme il n'a pas de tâche, le jeune homme remercie un des mercenaires. Un sac de couchage est jeté au sol pour Johan. Il s'assoit, prêt à se reposer, puis s'endort profondément près du feu. Un homme regarde la pleine lune à travers les arbres. Un autre sort de l'obscurité et ordonne à tous de se préparer. Le plan est de les encercler par la colline et d'attaquer tout le monde en même temps. Dans un rêve, le sergent Kim Johan se remémore ses jours dans l'armée. Lors d'un exercice d'entraînement tactique, il a réussi à exécuter une stratégie de défense en profondeur contre une force ennemie supérieure. Son talent tactique exceptionnel est devenu un modèle pour ses camarades. Le lieutenant-colonel Kim Yebok, commandant de bataillon, lui décerne une médaille lors d'un congé de 5 jours. Le jeune sergent salue son supérieur. Il se réjouit intérieurement, pensant que la vie militaire lui convient. Mais la culture dépassée et les horaires épuisants lui ont vite fait changer d'avis. Le pire, c'était le salaire misérable, ce qui l'a poussé à fuir. Dans son cauchemar, il est traîné vers la base. Johan se réveillait en sursaut. Il se redresse, réalisant que ce n'était qu'un rêve. Il prend une grande inspiration, encore secoué. Ce cauchemar militaire a ruiné son sommeil et son corps le fait souffrir. La lune éclaire toujours le camp. Soudain, une pluie de flèches commence à tomber. Johan se prépare à l'impact. D'un mouvement fulgurant, il attrape une flèche à quelques centimètres de son visage. Il comprend que les soldats l'ont retrouvé. Décidé à avertir d'abord les mercenaires, il se lève. Il crie pour alerter tout le monde de l'embuscade ennemie. Eldens et les autres se réveillent en sursaut. La scène revient 5 minutes avant l'attaque. Khan se plaint à Gampson, se demandant pourquoi ils sont les seuls à travailler dur pendant que le nouveau chevalier ne fait rien. Il dit aux jeunes mercenaires de se taire. Le chef explique qu'ils ne peuvent pas confier la garde à un étranger qui pourrait les tuer dans leur sommeil et voler leurs provisions. Il l'avertit que s'il continue à être aussi imprudent, il ne tiendra pas longtemps dans ce métier. Khan se tourne pour continuer sa patrouille. Gampson dit qu'il est devenu mercenaire pour vivre comme un vrai homme, mais se plaint que s'il avait su que les grands mercenaires étaient des lâches, il ne se serait jamais engagé. Khan lui demande ce qu'il a dit. Il se défie du regard dans la forêt. Soudain, le cri d'embûche les interrompt. Des flèches commencent à pleuvoir. Khan pousse Gampson au sol pour le protéger. Quand ça s'arrête, il lève la tête et ordonne à Gampson d'aller chercher les autres tout de suite. Mais le jeune mercenaire s'enfuit dans l'autre direction. Khan le regarde jusqu'à ce que quelqu'un l'appelle. Durand arrive, soulagé de le voir vivant, et l'avertit de l'attaque. Le mercenaire demande des nouvelles de Gampson, puis se concentre sur la sécurité d'Eldon. Il dit que le marchand se cache sous la charrette et qu'ils doivent se préparer à se battre. Johan arrive et leur ordonne de former un périmètre défensif, expliquant qu'ils doivent lutter ensemble, sans savoir d'où viendra l'attaque. Durand le questionne, pensant qu'il est leur employeur. Khan dit à Johan qu'ils s'occuperont d'eux-mêmes et que le jeune homme devrait se concentrer sur sa survie. La nuit est surprise par sa réponse. Durand rassemble les mercenaires, leur ordonnant de prendre leurs boucliers et de se préparer au combat. Johan s'approche de Khan, disant qu'il a déjà combattu et demandant un bouclier. Soudain, Eldon refuse, disant qu'il n'y a pas assez de boucliers et qu'il devra se débrouiller. Il se détourne, réalisant que les mercenaires ne lui font pas confiance. Ses yeux s'écarquillent en voyant l'ennemi approcher. Une bande massive de bandits émerge de l'obscurité de la forêt.
Johan remarque que ce ne sont pas les loups d'un Keiten, juste des voleurs ordinaires. Khan crie à toutes les unités d'avancer. Les mercenaires chargent dans la forêt pour engager l'ennemi. Laissé derrière, Johan se demande qui va protéger la charrette. Les mercenaires et les bandits s'affrontent violemment. Le chef des voleurs encourage ses hommes à profiter de leur supériorité numérique. Durant Khan crie le nom de son capitaine. Le bandit lève son poignard au-dessus de Guran, prêt à l'achever. Johan serre le poing et, d'un geste rapide, sort son épée. Un voleur se retourne, surpris par cette action. Un autre bandit, perplexe, observe la scène. Guran, au sol, suit tout. En un éclair, Johan tranche un ennemi en deux, le sang coulant le long de sa lame. Il remarque que les runes de son arme absorbent le sang. L'un des bandits crie que l'ennemi a une épée démoniaque et qu'il ne peut pas être vaincu. Johan se présente comme Johan de la maison Yait et exige de savoir qui ils sont pour l'attaquer. Khan et Guran sont stupéfaits de découvrir qu'il est noble. Il a juste légèrement modifié son vrai nom de Yait à Yait. Les bandits murmurent entre eux, réalisant qu'ils sont dans de beaux draps pour avoir attaqué un noble d'une maison influente. Johan exige qu'ils répondent à sa question. Il pointe son épée vers le chef, demandant s'ils vont se rendre maintenant ou s'ils préfèrent rencontrer leur fin par sa lame. Le noble les avertit de réfléchir à leur décision. Le chef des bandits respire lourdement, sans répondre. Un voleur jette son épée au sol, suivi par les autres. Les mains levées, le chef annonce enfin leur reddition. Johan rengaine son épée et se tourne vers Guran, lui ordonnant de ligoter les prisonniers et de tuer quiconque résiste. Guran s'approche d'Eldens et demande ce qu'ils doivent faire. Il craint que le noble ne garde rancune pour son traitement précédent, pensant qu'il n'était qu'un vagabond bien équipé. Mais Eldens le rassure, disant qu'il gérera la situation. Le fait qu'il ait accepté compte comme un acte de bonne volonté. Le marchand s'approche de Johan, évoquant sa nuit difficile. Il le remercie pour la protection de la caravane, ne sachant comment rendre l'appareil. Johan pose une main sur son épaule, affirmant que la sécurité de tous est primordiale. L'homme-chat est surpris qu'il ne demande pas de compensation. Le jeune noble s'éloigne, puis se retourne pour demander un bouclier la prochaine fois. Eldens acquiesce tout de suite, promettant d'être le premier à en avoir un. Johan parle de son plan d'interroger les prisonniers et demande l'aide des mercenaires. Guran suggère que, maintenant que son statut est connu, parler formellement aux prisonniers mettrait tout le monde à l'aise. Un mercenaire pousse un voleur capturé en avant. Il s'agenouille rapidement devant Johan. Le noble s'approche et demande qui il est et pourquoi ils les ont attaqués. Le chef répond qu'ils sont des soldats privés de la maison Brie anéantie. Il y a quelques mois, la maison Brie a été attaquée pour trahison contre l'empereur. Les responsables du massacre de leur territoire étaient les loups d'Inquitaine. Ils ont résisté, mais ont été vaincus et forcés de battre en retraite quand l'exécuteur noble est intervenu. Un mercenaire près de Johan confirme que c'était probablement Karamov, le chien de chasse de l'empereur. Le chef des bandits s'incline, s'excusant pour son crime. Il explique que l'armée impériale les traque comme des rebelles et que les nordistes les ont abandonnés, les traitant de déserteurs. Bien qu'il ne justifie pas le banditisme, il devait agir pour survivre. Johan demande s'il y avait un autre motif. L'homme nie. En disant que leur seule raison d'attaquer était la richesse de la caravane, Eldens devient furieux, criant que les livraisons commerciales reposent sur la confiance. Johan demande à un mercenaire de le retenir et ordonne à Sir Eldens de se calmer. Il réfléchit à la trahison contre l'empereur, se souvenant que Karamov disait que c'était pour lui. Finalement, il comprend, il n'y a jamais eu de trahison, juste un prétexte pour que l'empereur purge les nobles avec Karamov. Johan maudit l'empereur, lui souhaitant la mort la plus horrible. Il comprend que les bandits vivent une situation semblable à la sienne, victimes de ceux au pouvoir, mais ont choisi de devenir des bandits. Khan s'approche, demandant des ordres et proposant d'extorquer plus d'infos. Johan refuse, disant qu'ils savent déjà tout. Soudain, Ganson revient, chargeant pour frapper un prisonnier à mort. Le prisonnier ligoté bloque l'attaque du jeune mercenaire. Khan intervient, saisissant l'arme de Ganson avant qu'il ne frappe à nouveau. Ganson se retourne, exigeant de savoir pourquoi on l'arrête. Le chef mercenaire dit qu'ils n'ont pas le droit de punir les prisonniers, surtout lui, après avoir abandonné ses camarades. Le jeune mercenaire accepte la situation avec indifférence. Le chef des bandits supplie Sir Johan de les épargner, promettant de ne plus agir mal. L'autre prisonnier est par terre, terrifié. Khan propose de les exécuter sur ordre. Johan saisit la garde de son épée, réfléchissant. Il décide que les mercenaires doivent les désarmer et les laisser partir. Le chef des bandits le remercie, mais Ganson s'interroge sur son choix. Johan demande aux prisonniers d'écouter attentivement. Il dit qu'il comprend leurs circonstances,
mais que voler des caravanes est inacceptable. Johan révèle que, comme eux, il a seulement appris des compétences pour survivre. Eldens est surpris d'entendre un noble parler d'apprendre des compétences de survie. Fr. Un mercenaire désigne Goran, disant qu'il est là seulement pour l'argent. Le noble crie qu'ils doivent apprendre de nouvelles compétences et trouver un moyen honnête de vivre. Le chef des bandits s'incline. Fr. Il ne veut pas s'attirer d'autres ennuis. Au loin, une créature ombreuse les observe depuis une colline. La silhouette se lève dans l'obscurité, révélant un loup aux yeux rouges brillants. Le groupe décide de se reposer à Rootspur avant de continuer vers Marcel. Fr. Le chef du village apprend l'arrivée de Sir Eldens de la Katana Trading Company. Il va à sa rencontre dans la cour. Eldens l'accueille avec enthousiasme, disant que cela fait des mois. Le chef le souhaite de nouveau la bienvenue et lui demande s'il s'est passé quelque chose sur la route. Fr. Le marchand raconte avoir croisé des bandits, notant que les choses se sont aggravées depuis que l'empereur a perdu la raison. Il est réprimandé, car un loyaliste pourrait entendre. Fr. Mais Eldens explique que tout s'est bien passé grâce à un noble incroyablement brave qui voyageait avec eux. Le chef mentionne qu'un faux noble est passé il y a quelques semaines, mais il a battu et jeté hors du village. Le catman rit, notant que son ami agit toujours imprudemment quand il perd son calme. Fr. Eldens lui assure que ce noble est différent, brave, honnête, il les a protégés des bandits et a même refusé une récompense, ce qui choque le chef du village, qui comprend qu'il serait d'une grande aide contre les bandits. Fr. En ces temps, un bon noble est essentiel pour la sécurité publique. Il invite donc le groupe à rester quelques semaines pour se reposer. Eldens refuse, mais le chef insiste sur leur relation. Fr. Eldens plaisante que le chef veut lui voler son compagnon, ce qui fait rire le chef. Il demande ensuite où est le noble, qui est assis seul dans un coin, affamé, ressemblant à un mendiant sur le point de mourir. Garant s'approche et appelle Sir Johan, qui lui demande ce qu'il veut. Fr. Le mercenaire lui offre un sac en tissu plein de pièces confisquées aux bandits. Il explique qu'ils ont vendu tous les biens et armes des bandits pour une somme décente. Le jeune noble demande s'il en a pris pour lui. Mais le mercenaire nie, disant que c'est Johan qui les a capturés. Fr. Johan fixe l'argent dans son casque un instant, puis tend un plus grand sac à Garant, lui ordonnant de le partager. Le mercenaire refuse, disant que c'est trop et que le butin est à lui. Mais Johan insiste. Il montre qu'il a déjà pris sa part, tenant quelques pièces dans sa main. Le noble le rassure. C'est bon. Il sait qu'il vaut mieux dépenser un peu pour garder le mercenaire loyal que de faire face au loup d'un prêt. De plus, il n'a pas combattu seul. Johan déclare qu'avoir combattu ensemble fait d'eux des camarades d'armes, espérant que ce geste crée un lien de confiance. Il dit au mercenaire adieu et s'éloigne. Garant le regarde partir, reconnaissant la véritable dignité d'un chevalier qui se soucie de ses subordonnés. Le mercenaire se tourne vers ses hommes et annonce que Sir Johan a fait preuve de grande générosité. Garant explique que le noble a partagé les bénéfices des dépouilles de guerre et demande à tous de se ranger en ligne. Les autres mercenaires sont stupéfaits, se demandant s'il donne vraiment de l'argent qui lui revient. Ils échangent des regards incrédules. La surprise se transforme vite en célébration, et le groupe crie le nom de Johan dans le village. Plus tard, dans une auberge, le jeune noble dort profondément, son épée à ses côtés. La porte de sa chambre s'ouvre lentement. La flamme de la bougie près du lit s'éteint soudain. Johan dort, inconscient d'une présence. Une paire d'yeux rouges l'observe dans l'ombre. Une silhouette masquée se penche sur lui avec un poignard. Avant l'attaque, un homme annonce que Sir Johan a été généreux et distribuera les dépouilles de guerre pour que chacun ait sa part. À cette nouvelle, la foule d'hommes éclate en célébration. Dans les rues de la ville, Johan marche alors que les gens autour crient son nom. Même s'il a gardé les objets les plus chers pour lui, il a gagné la loyauté de ses hommes. Un homme âgé s'approche et demande s'il est Sir Johan. Surpris, Johan demande si l'inconnu le connaît et reçoit la réponse qu'il le sait, car il est le noble qui est venu avec M. Eldens. L'homme propose alors de l'emmener à la meilleure chambre disponible, expliquant que la Katana Trading Company a déjà payé toutes les dépenses. Ce paiement était la façon d'Eldens de régler sa dette avec lui. Sans objection, Johan acquiesce et demande à l'homme de le guider. Plus tard, parmi les soldats, l'un d'eux demande pourquoi un seul homme n'a pas été payé. L'autre dit que Gampson s'est caché pendant que les autres combattaient, donc il ne recevra rien. En entendant cela, Gampson se tourne. Soudain, quelque chose attire son attention. Par la fenêtre, il voit Johan suivi de l'homme âgé. La vue du noble dehors lui inspire une idée. Johan arrive à l'auberge, cherchant du repos. Dans la chambre, l'homme se détend dans un bain chaud, enfonçant son corps dans l'eau. Il sent qu'il peut enfin se reposer un peu. Un lit douillet et un bain chaud, des choses simples qui lui apportaient tant de bonheur. Avant, il ne savait pas combien il serait dur de vivre sans toit. Même s'il est né dans une famille noble,
il n'avait jamais réfléchi au luxe de dormir dans un vieux lit. Tout a changé lorsque cet empereur fou a rasé son territoire. À part lui, beaucoup d'autres étaient également victimes de cette attaque. Pourtant, il a survécu, ce qui le place peut-être dans une meilleure situation que d'autres. En réfléchissant, il se demande s'il aurait dû accepter l'offre de Karamov. À ce rythme, l'armée impériale va le trouver et l'exécuter. Il doit donc le souvenir le ramène à ce qu'il a appris sur les compagnies commerciales au marché du village, quand il était jeune. Les entreprises du même réseau partagent informations et fonds à travers les frontières. Lorsqu'elles sont puissantes, elles influencent politiciens, nobles et armées. Pour survivre à la persécution de l'Empire, il doit se rapprocher d'une compagnie commerciale à tout prix. Il préfère laisser les pensées complexes pour plus tard, et se concentrer sur son estomac avant d'aller dormir. Dehors, la nuit avance. Johann s'endort dans son lit, tenant son épée. Sans bruit, la porte de la chambre s'ouvre lentement. Un assassin s'approche, poignard en main, et tend la main vers l'épée de Johann. Avant qu'il ne puisse la toucher, le noble l'arrête en saisissant son poignet, lui demandant s'il ne se fatigue jamais de ça. La réaction surprend l'homme masqué, qui se redresse dans le lit. Johann exige une réponse et demande s'il est un homme de Karimov. Désespéré, l'assassin lutte et crie pour qu'il le lâche. Sans effort, Johann le jette à travers la porte. En tombant, l'homme est saisi par la jambe et se traîne dans le couloir, suppliant de l'aide. Trop tard, l'attaquant réalise que l'homme qu'il a choisi de combattre n'était pas humain. 5 minutes avant l'incident, l'aubergiste dormait à la réception. Pendant ce temps, 2 jeunes hommes montaient les escaliers dans un silence total. Gampson dit, après qu'il est bon de confier le travail à ce gars. Convaincu, il dit que Vulen, l'homme le plus fort du village, est rapide et ne se fera pas attraper avec le poignard et le masque qu'il a pris. Pendant ce temps, Pell, le passionné de chevaux, suit le plan et s'approche d'un cheval de guerre. Prudemment, il monte et lui demande de se taire. Curieux, Prat demande à Gampson si l'épée du noble est vraiment si précieuse. En réponse, Gampson lui demande s'il a déjà vu une épée capable de couper une personne en deux. Il dit avoir été témoin de cette arme fendre un soldat en deux et que quelque chose avec autant de pouvoir ne pouvait pas être bon marché. De plus, cette nuit n'est rien sans son épée. Soudain, tous deux jettent un coup d'œil dans le couloir. Devant eux, ils voient l'attaquant au sol et la silhouette de Johann debout à la porte de la chambre. L'homme blessé continue de crier silencieusement à l'aide. Gampson observe la scène. Effrayé, Prat le saisit et lui demande ce qui se passe. Sans hésitation, Gampson lui dit de courir s'il veut vivre. Le sentiment que quelque chose ne va pas s'installe et la certitude qu'ils sont condamnés se fait sentir. À ce moment-là, l'aubergiste apparaît et demande qui ils sont. Dehors, Pell attend avec les chevaux. En voyant les autres arriver, il dit qu'ils sont enfin là. Gampson, agacé, lui crie de se taire et de se préparer à fuir, puis se tourne vers Prat pour lui demander où est Vulen. D'une voix tremblante, Prat dit qu'il est soit mort, soit sur le point de mourir. Gampson ordonne à tous de monter à cheval et de fuir, mais Prat s'inquiète pour Vulen. Pell refuse de l'abandonner, et Gampson prévient que le noble pourrait les poursuivre. Soudain, le toit de l'auberge explose. Au milieu des débris, Johann bondit vers eux. À la lisière du Saint-Empire du Sud, des corps pendus aussi d'un arbre isolé. Près de là, un soldat plante un pieu en bois. Après avoir terminé, il se tourne vers son compagnon et confirme que le travail est fait et que le pieu est bien en place. Ensuite, tous deux clouent un avis d'avertissement, indiquant que ces personnes, ainsi que leurs familles, ont été pendues pour avoir volé les biens d'un noble. Le décret porte la signature de l'empereur du Saint-Empire, Karderian Bizarfirk. Un des soldats demande ce qu'ils auraient pu voler pour subir une fin si cruelle. En réponse, l'autre mentionne avoir entendu qu'ils avaient volé un poulet et 3 œufs sur le territoire du baron Gévorsob. L'information lui semble absurde, il ne peut croire un tel résultat. Tout cela pour un si petit crime. Pendant ce temps, dans une taverne voisine, le chevalier reste silencieux. Assis à une table, Eldens savoure un repas avec une tasse de thé. Peu après, un homme s'approche et l'informe qu'il y a un problème. Il rapporte que Gampson, du groupe de mercenaires, a été surpris en train d'essayer de voler les biens de Sir Johannitz. En entendant la nouvelle, Eldens se lève de sa chaise, rempli d'incrédulité. Quelques instants plus tard, il se rassoit, déplorant la situation, car il espérait convaincre Sir Johann de les accompagner à Marseille. Eldens ordonne alors de capturer Gampson et que le groupe feigne de n'avoir rien à voir. L'homme obéit rapidement, observant le calme du marchand de la Katana Company face à la crise. Seul, Eldens tente de se calmer, confiant de surmonter ce problème comme tant d'autres fois. Il sait qu'il ne mourra pas pour quelque chose comme ça, mais il doit encore réfléchir à une manière prudente de traiter avec ce noble. Ailleurs, une réunion de village a lieu. Après s'être levé, le chef du village annonce la fin de la réunion de cette nuit.
FR. Soudain, un homme entre en courant, criant que le chef a besoin d'aide. Il informe que les fauteurs de troubles ont été surpris en train de voler le noble, agacé. Le chef du village frappe la table et les traite de bons à rien. FR. L'un des présents demande ce qu'il faut faire, ce qui n'augmente que l'irritation du chef. Il ordonne de rassembler des tribus pour le noble, incluant un des esclaves du village, et de préparer l'exécution des FR. Immédiatement, les parents des jeunes protestent, disant qu'ils ne peuvent pas laisser leurs enfants mourir. Enragé, le chef du village prend un tabouret, crie à tout le monde de se taire et le brise au sol. FR. Il hurle ensuite aux parents s'ils ne comprennent pas la gravité de la situation ou s'ils ont oublié le décret de l'empereur. En criant, il déclare qu'ils doivent agir avant le noble, car c'est leur seule chance de survie. FR. Le décret impérial stipule que quiconque convoite les biens d'un noble peut se voir couper la langue, ainsi que sa famille, ou être pendu. Dans certains endroits, des familles entières ont déjà été anéanties à cause de ce décret absurde. FR. Tout cela est arrivé parce qu'ils ont demandé un poulet et 3 œufs au lieu de salaires impayés. Après tout, pour lui, tous les nobles agissent de la même manière. Le chef se tourne alors vers une des mères et lui demande ce qu'elle pense que le noble va faire. FR. Après avoir offensé un noble, il essaiera sûrement de les punir d'une manière ou d'une autre. Peut-être même en faisant décapiter tout le village tout en prêchant l'honneur d'un chevalier. Un homme argue que ce territoire appartient au comte Gerpon et qu'il pourrait demander de l'aide au comte. FR. En réponse, le chef du village dit que les nobles ne se soucient que de leur jeu d'honneur, jamais de qui vit ou meurt. Il frappe la table et crie à tous de se réveiller, tandis que les parents pleurent en silence. FR. Le chef demande s'il croit vraiment qu'il se sent bien. Avec regret, il déplore devoir sacrifier leurs enfants, mais affirme que le village survivra si les jeunes meurent et que c'est pour le bien de tous. Plus tard, une foule se rassemble sous un arbre. FR. Les 3 jeunes sont à genoux, attachés au sol, tandis qu'un 4e gît à leur côté. En voyant la scène, Johan comprend que la situation a dégénéré, car ce n'étaient que des garçons du village essayant de voler son épée. FR. Il semble qu'il l'ait fait en voyant l'arme, ce qui le pousse à décider de la garder cachée à partir de maintenant. Une partie de la responsabilité, il admet, est la sienne pour avoir porté une telle épée à découvert, pensant juste les effrayer un peu avant de les laisser partir. FR. Peu après, le chef du village s'approche et demande si l'honorable sœur Johan va bien. Sans hésiter, Johan répond que non, il ne va pas bien. FR. Il demande ensuite si c'est la coutume dans le village de Rootspec d'accueillir les invités en leur mettant des lames sous la gorge et en pillant leurs bagages. À cela, le chef du village se jette au sol et présente des excuses sincères. FR. Prenant la responsabilité, il admet avoir échoué à contrôler ces idiots. Johan avertit un garçon d'être plus prudent et les renvoie tous. Soudain, le chef du village brandit un poignard. FR. Élevant la lame au-dessus de la tête d'un des jeunes, il déclare qu'il se rachètera en leur coupant la tête pour l'honneur de Johan. Immédiatement, Johan tend la main et ordonne de s'arrêter, précisant que ce n'est pas son intention. FR. Pourtant, le chef du village soutient que ceux qui ont terni l'honneur de sœur Johan doivent mourir. Ignorant l'ordre, il lève à nouveau le poignard pour exécuter un jeune. La mère du garçon se couvre le visage, s'excusant. FR. Cependant, la lame est stoppée avant d'atteindre sa cible. D'un ton froid, Johan demande s'il n'a pas entendu son ordre. Le chef et les villageois le fixent, tandis que la foule observe en silence. FR. Johan se lève et demande si tout le monde est devenu assez fou pour tuer des gens pour une raison si triviale. Il déclare fermement que s'ils veulent qu'ils paient pour leurs crimes, ils devraient le faire avec de l'argent. À cela, la foule fixe Johan en silence. FR. Réalisant que sa suggestion a peut-être semblé trop évidente, il se racle la gorge et dit qu'il va se répéter. Il questionne ensuite comment l'honneur peut être plus précieux que la vie humaine, et ordonne de délier les jeunes et de s'en aller. FR. Le poignard glisse de la main du chef du village et se plante dans le sol. Submergé par l'admiration, il s'agenouille devant la décision honorable de sœur Johan. Soulagés, les parents de Pracourt l'enlaçaient, heureux de le voir sain et sauf. FR. Le chef du village n'arrive toujours pas à croire qu'un noble comme ça existe vraiment, confirmant qu'Eldens disait vrai. En signe de gratitude, les mercenaires s'inclinent, remerciant sœur Johan et promettant de ne jamais oublier sa bonté. FR. Ganson s'excuse également, admettant qu'il n'avait pas réalisé à quel point le noble était honorable et qu'il s'était fait berner par un idiot. Alors que les autres jeunes sont détachés, un homme commente qu'ils ont eu de la chance, car n'importe quelle autre nuit les aurait tués. FR. À ce moment-là, le chef des mercenaires s'approche de Ganson, qui lui demande de le détacher. Avec amertume, Ganson regrette d'avoir rejoint cette bande malchanceuse. Soudain, le chef lui saisit le visage. Effrayé, le jeune homme demande ce qu'il veut. FR. D'un ton froid, l'homme lui dit de détendre son corps, affirmant que cela facilitera les choses. Peu après, une ombre se lève derrière Ganson pour l'attaquer.
alors que Johan se retourne, surpris par le mouvement soudain. Ganson s'effondre au sol. Fr. Exécuté devant ses camarades mercenaires, voyant la scène, Johan se lève et demande ce qu'il pense faire. En réponse, le chef du groupe se justifie, disant qu'en vertu du décret de l'empereur, il a simplement exécuté celui qui convoite la richesse d'un noble. Fr. Johan rétorque que ses paroles n'ont pas été prises au sérieux, car il était sûr de ne pas avoir Fr. Selon lui, les actions lâches de Ganson ont piétiné leur honneur et mis en danger la vie du groupe, et son action n'était qu'un moyen de protéger ses règles. Le chef offre alors son poignard, déclarant que si Johan pense que son autorité a été remise en question, il devrait le punir. Fr. À ce moment-là, Johan réalise que l'homme a raison et que les mercenaires ont leur propre honneur, quelque chose qu'il essaie de protéger de sa propre vie. Sur ce, Johan rengaine son épée. La foule autour continue d'observer la scène en silence. Fr. Ensuite, il repousse la lame du chef avec sa main. Johan admet qu'il n'avait pas considéré la position des mercenaires et s'excuse. Ce geste surprend les mercenaires et Eldens, qui ne s'attendaient pas à cela d'un noble. Fr. Johan demande à Khan de ranger le poignard, et le mercenaire s'excuse. Il remercie ensuite Khan pour sa compréhension. Un mercenaire gronde Khan pour avoir confronté un noble, mais on lui dit qu'il peut le frapper à nouveau. Fr. De loin, Eldens observe Johan d'un nouvel œil. Ce noble se distingue des autres, juste, courageux, sans aucune trace d'autoritarisme. Cela amène Eldens à se demander comment une telle personne peut exister. Fr. Eldens décide de faire de Johan son allié à tout prix pour améliorer sa réputation dans la compagnie. Plus tard, le groupe continue son voyage sur une route éclairée par le coucher de soleil. Pendant ce temps, Johan examine une montre à gousset des dépouilles. Fr. Monté sur son cheval, il regrette d'avoir choisi l'objet le plus précieux, réalisant qu'il est cassé. Soudain, une jeune femme l'appelle maître Johan et dit qu'elle doit maintenant s'occuper de quelqu'un d'autre. Fr. Peu après, une voix l'appelle depuis une porte voisine. Le chef du village s'approche avec des cadeaux de gratitude. Johan reconnaît une montre et est surpris qu'ils aient trouvé un objet si précieux. Fr. De plus, le chef lui propose également un esclave, affirmant que le garçon est bon en géographie et sera utile. C'était la première fois que Johan voyait un esclave dans un état si déplorable, et le laisser ainsi mettrait sa vie en danger. Remerciant pour l'offre, il demande qu'on lave et nourrisse le jeune homme pendant qu'il se prépare à partir. Le chef annonce alors que Goden a été accepté. Johan se sent mal à l'aise à l'idée de posséder un esclave. La nuit, au camp, les mercenaires mangent de la viande autour d'un feu, et l'un d'eux dit à Khan de ne pas boire d'alcool. Goden s'approche de Johan, qui nettoie son épée, et l'appelle maître. Johan le remercie en prenant le repas. Il demande ensuite à Goden de changer de façon de l'appeler et de l'appeler par son nom. Reconnaissant, le garçon le remercie, tandis que Johan se demande si le jeune est en réalité une femme. Curieux, il lui demande comment il a fini esclave, mais Goden répond que ce n'est pas une histoire plaisante. Le jeune demande alors si des choses mauvaises arrivent aussi aux nobles. Johan répond qu'il aimerait d'abord entendre son histoire, et Goden acquiesce. Il commence en disant qu'il était à l'origine un colporteur, chargé de transporter et revendre des armes dans la région Est. Avec le temps, sur ordre d'un noble, il s'est retrouvé impliqué dans la contrebande d'or. En entendant cela, Johan commente qu'un tel crime entraînerait la peine de mort et qu'il a eu de la chance de survivre. Goden explique qu'il avait besoin d'argent pour sa famille, ses jeunes frères et sœurs étant malades et affamés. Il a donc continué à livrer l'or demandé par le noble, jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par ce dernier. Johan déduit qu'après avoir servi son but, il a été jeté et demande s'il a au moins essayé de demander un procès. Secouant la tête, Goden dit qu'à cause du décret de l'empereur, il n'a même pas eu le droit de parler. Johan lui demande alors s'il a réussi à envoyer de l'argent à ses frères et sœurs. Le jeune explique que pour éviter une exécution immédiate, tout l'argent a été utilisé pour soudoyer les gardes. Goden s'excuse, mais Johan répond qu'il n'a rien à se reprocher. Ce monde est assez cruel pour lui faire grincer des dents. Sans pouvoir, les gens étaient traités comme des criminels, exploités sans aucune chance de résister aux atrocités des nobles. Même les soldats privés de la maison Brie n'échappaient pas, survivant en volant les autres, ni les habitants de Rootsbeek, poussés à sacrifier leurs propres enfants pour survivre. Sans parler de Goden, devenu esclave après avoir été utilisé et jeté. Johan se demande si tout cela est vraiment juste. Il se rappelle alors que ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour le monde, car il est traqué par l'armée de l'empereur et pourrait mourir à tout moment. Il appelle alors Goden, qui répond rapidement. Avec fermeté, Johan déclare qu'ils sont maintenant camarades et qu'ils doivent survivre et bien vivre ensemble. La jeune femme rougit, et soudain, un mercenaire s'approche et annonce qu'un monstre est apparu à proximité. Johan se lève,
déplorant ne pas avoir le temps de se reposer. Il demande où est la créature, et l'homme montre le chemin pendant qu'il court. Goden reste en arrière, répétant silencieusement les mots de Johan. En rejoignant les autres, il demande si le monstre est proche. En réponse, ils disent qu'il fait trop sombre pour voir, mais qu'il y a quelque chose dans l'obscurité. À ce moment-là, Johan sort des buissons, et les mercenaires lui demandent de se baisser. Calmement, il répond que tout va bien. Johan d'un ton sérieux, il renforce que la mission du groupe est de protéger Eldens et qu'ils ne peuvent pas prendre de risques inutiles. Soudain, Johan s'arrête et ferme les yeux, disant qu'il peut sentir quelque chose. Faisant quelques pas en avant, il s'approche d'un buisson et reconnaît une pression familière, capable de glacer le cœur de quiconque. Au milieu de l'obscurité, une paire d'yeux se distingue devant lui. Johan identifie la créature comme le loup noir d'Ilomène, le même bâtard d'avant. La dernière fois qu'il l'a rencontré, l'animal avait attaqué les loups d'Akaton au lieu de lui. Même s'il avait eu d'innombrables occasions, la créature ne l'a jamais attaqué. C'est pourquoi Johan sait que le loup n'a pas l'intention de lui faire du mal. Calmement, il demande à la créature cachée de sortir. Des ombres, le grand loup noir émerge devant lui. Tendant la main, Johan lui demande s'il l'a suivi et le remercie de l'avoir sauvé auparavant. Khan demande si Johan sait vraiment comment gérer les monstres. Pendant qu'un des mercenaires admet qu'il n'a jamais rien vu de tel, le grand loup s'approche lentement et renifle le visage de Johan. Soudain, l'animal mord sa tête, poussant un des mercenaires à crier son nom dans la panique. À ce moment-là, Eldens s'avance et dit au petit punk de s'écarter. Avec sa tête toujours dans la bouche du loup, Johan demande à tout le monde de ne pas avoir peur du gros. Tenant fermement l'animal, il révèle que cette créature est le guide de l'aube. Excité, Eldens demande si c'est vrai. Confus, Johan répète le nom guide de l'aube, sans comprendre. Eldens explique qu'il y a une vieille chanson sur cette créature dans l'Empire de l'Est. Selon la légende, lors d'une nuit au clair de lune pendant l'âge de la Grande Guerre, un guerrier a donné un nom au loup. Ce nom était guide de l'aube, et le loup, en le recevant, a incliné la tête devant le guerrier. Ses yeux brillaient intensément, et tout le monde a crié en le voyant courir à l'avant du champ de bataille. À la fin de la guerre qui a divisé le continent, le guerrier a apporté la paix et est mort en héros. Le loup noir a pleuré pendant 3 jours et 3 nuits, puis est parti en voyage vers des lieux où l'ordre et les héros étaient nécessaires. Voilà la légende du guide de l'aube. Johan demande si Eldens ne se trompe pas, car cette créature est connue sous le nom de loup noir d'Ilomène. En réponse, Eldens explique que le guide de l'aube provient du folklore de l'Empire de l'Est, et que de nombreux détails ont été déformés en atteignant le sud. Récitant un passage, il dit que le guide de l'aube punit le mal et se soumet à un héros courageux. Eldens explique que cette phrase vient d'un ancien texte de l'Empire de l'Est. À cet instant, Johan commence à comprendre quel genre d'être est réellement cette créature. Eldens demande la permission de caresser le loup juste une fois, et Johan acquiesce. Cependant, dès qu'il essaie de s'approcher, le loup grogne férocement contre lui. Devant cela, il conclut qu'il ne devrait peut-être pas faire ça. Johan caresse le loup, qui se calme bientôt, tandis qu'Eldens se demande si la créature est seulement douce avec lui. Soudain, une idée frappe Eldens. Il se souvient d'un passage du folklore de l'Empire de l'Est, qui dit que donnez un nom à la bête divine qui vous suit en fait votre vassal. Un instant, il se demande si ce sudiste pourrait être le héros légendaire, mais il rejette rapidement cette pensée pour la reconsidérer un moment plus tard. Eldens demande alors à Johan s'il a déjà donné un nom au guide de l'aube, ce à quoi il répond qu'il n'a pas encore eu l'occasion. Insistant, il demande à Johan de le nommer tout de suite. Selon Eldens, si la légende est vraie, quelque chose d'incroyable va arriver. Johan pense à un nom pendant qu'Eldens propose Katana. En même temps, Vulen se souvient de la dernière fois qu'il a vu quelque chose comme ça, quand il a enterré ce bâtard de Cartway. Pointant la créature, Johan décide que le nom sera Karimov. Surpris, Eldens réagit immédiatement. Reconnaissant le nom, les yeux du loup s'illuminent d'intensité. Une force soudaine émerge et enveloppe Johan et Eldens. La créature hurle alors qu'une énergie puissante la transforme. Devant eux, le guide de l'aube, désormais Karimov, apparaît. Le loup transformé fait face à son nouveau maître. Johan le caresse et dit qu'il comptera sur lui. Se tournant vers Eldens, il admet que c'est incroyable, mais lui demande ce qu'il fait. Tout autour, les mercenaires regardent Eldens prosterné au sol devant Johan et Karimov. Submergé par l'émotion, Eldens déclare que tout s'est passé exactement comme décrit dans le folklore et que c'est la première fois qu'il est témoin d'un mythe de ses propres yeux. Il déclare alors qu'il a respecté Johan depuis le moment où il l'a vu. Il le loue pour les avoir protégés des bandits, pour avoir montré de la miséricorde à ses ennemis et pour être le choisi de la bête divine. Devant tout le monde,
Eldens le proclame héros des temps difficiles. Les mercenaires et Goden réagissent à la proclamation. Dans un murmure, tous se demandent si Johan est vraiment le héros des temps difficiles. Avec une expression mal à l'aise, Johan se tourne vers Eldens et s'excuse. Il révèle qu'il n'est pas le héros qu'ils imaginent, mais juste un vagabond d'une maison insignifiante, inquiet pour sa survie. Il admet même qu'il est traqué pour avoir tué Karimov. Johan s'excuse. Il demande alors la permission de le présenter à la Mation Trading Company pour lui rendre sa gentillesse. En entendant cela, Johan se souvient qu'Eldens se rendait à Marseille et lui demande quel genre d'endroit c'est, n'en ayant jamais entendu parler. Eldens explique que Marseille est une célèbre ville de libre-échange, l'un des rares endroits que l'empereur ne peut atteindre. Cette information pique l'intérêt de Johan. Il accepte l'offre, affirmant qu'il ne peut ignorer une telle gentillesse, tandis qu'Eldens le remercie. En silence, Johan considère que si l'empereur ne peut l'atteindre là-bas, il pourrait commencer une nouvelle vie en tant que marchand. Pendant qu'Eldens chante joyeusement, Johan espère que personne ne répandra des rumeurs sur lui comme étant un héros. Réfléchissant silencieusement, il pense au titre de héros des temps difficiles et à quel point ce serait agréable s'il était vraiment quelqu'un comme ça. Pourtant, il reconnaît que dans sa vie passée et maintenant, il n'est rien d'autre qu'un vagabond luttant pour survivre. Le souvenir d'une figure imposante lui revient en mémoire, décrétant qu'à partir de ce moment-là, il ne connaîtrait que la souffrance. Serrant le poing, Johan admet que la vie avant sa mort n'était pas facile non plus, mais cette fois est différente. Maintenant, il décide d'avancer pas à pas, guidé par sa propre volonté. Sur ce, le groupe se dirige vers la ville des riches marchands. À Marseille, Goden remarque qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir revenir ici. En traversant le marché, Johan propose de faire des courses. Soudain, Karimov s'élance devant le groupe, poussant Johan à l'appeler. Un vendeur s'approche, qualifiant l'animal de mignon petit truc et lui offrant une friandise. En voyant cela, Johan comprend que pour tous ici, Karimov semble juste un adorable petit chien. Un jour avant d'entrer à Marseille, le groupe était rassemblé dans la forêt. À ce moment-là, Johan se tourne vers Karimov et appelle son nom. Il explique qu'un monstre de cette taille provoquerait une énorme agitation dans la ville et lui demande d'attendre dehors. En réponse, le corps de Karimov commence à se transformer. Johan observe attentivement alors que la créature prend une forme plus petite. Surpris, il demande si le loup a vraiment rétréci et si c'est une autre capacité d'une bête divine. Sans perdre un instant, Goden court et étreint le petit Karimov, s'exclamant à quel point il est mignon. Étant donné la situation, Johan conclut qu'à cette taille, il ne devrait probablement pas y avoir de problème. De retour au présent, une petite foule se rassemble, commentant le chiot au look inhabituel et se demandant s'il vient d'un pays étranger. Gêné, Goden s'excuse pour le manque de manière du petit, mais Johan dit qu'ils doivent partir rapidement, car ils sont toujours poursuivis. Peu après, Goden appelle Johan. Il propose de s'occuper de tout l'équipement s'ils achètent un grand sac, lui rappelant qu'il était marchand d'équipement. Il montre alors qu'il n'a que 4 pièces d'argent et demande s'ils peuvent tout acheter. Ensuite, Goden prend juste une pièce d'argent. Il promet avec confiance d'obtenir tout ce qu'ils ont mentionné avec cette seule pièce. Johan lui dit de ne pas s'emballer, se demandant ce qu'on pourrait faire avec si peu d'argent. Un peu plus tard, Goden et Johan sont entièrement équipés, et Johan a du mal à croire que tout a été acheté avec une seule pièce. Ils ont acquis un sac tactique pour Johan et un sac à dos de fourniture pour Goden, facilitant le rangement de leurs affaires. Avec son talent de persuasion, Goden a vendu un casque complètement détruit à un prix élevé et a même obtenu une masse gratuite. Après avoir acheté du vinaigre, de l'huile et d'autres fournitures, ils ont encore de la monnaie. D'une manière ou d'une autre, ils se retrouvent avec plus d'argent qu'ils n'en avaient au départ. En voyant cela, Johan réfléchit que si un casque cassé pouvait se vendre si cher, l'équipement qu'il a enterré pour Karimov vaudrait beaucoup plus. Il décide que s'il doit revenir ici plus tard, il devrait le déterrer et le mettre en vente. En commentant la situation, Johan observe que Goden semble heureux de faire un travail aussi familier et lui demande s'il était vraiment marchand. En organisant le nouveau sac à dos, le jeune homme avoue qu'il a manqué cette vie. Le souvenir de son asservissement lui revient, chaque jour marqué par le désespoir et la peur de la mort. Mais après avoir rencontré Johan, il sent qu'il a retrouvé sa vie de marchand. Goden le remercie sincèrement, déclarant que même s'il n'était jamais devenu esclave, il aurait choisi de voyager à ses côtés. Johan dit que l'entendre le rend heureux et qu'il comptera sur lui à partir de maintenant. La réponse est immédiate, accompagnée d'un enthousiaste « d'accord », et Johan et Goden décident d'explorer Marseille. En arrivant dans la ville, Johan, qui n'avait connu que des difficultés jusqu'alors, éprouve enfin un bonheur qui lui avait toujours échappé. La viande qu'il mangeait avant était dure, tandis que celle de Marseille fond dans sa bouche. Avant, il pouvait à peine se laver, mais ici, il peut se baigner dans l'eau chaude quand il veut. Pendant ses voyages, il n'avait jamais eu de vrai lit,
et les rochers froids lui faisaient mal. À Marseille, il dort sous des couvertures chaudes. Johann conclut que la vie ici est très bonne et décide de s'installer dans la ville. Il rêvait de vivre heureux à Marseille, mais le destin ne suivrait pas le chemin qu'il souhaitait. Le lendemain, la place de la ville de Marseille est animée. En marchant, Johann commente à quel point la vie semble paisible, car cela fait longtemps qu'il n'a pas marché calmement dans les rues. Soudain, un étrange sentiment lui fait réaliser que quelque Johann mange sa brochette en écoutant la conversation. D'autres disent qu'avec des bandits en liberté, les gens vivent dans l'inquiétude. Goden dit à Johann que l'atmosphère de la ville est mauvaise à cause des bandits. Plus loin, un mercenaire menace un vendeur, déclarant qu'il paiera plus tard et demandant si l'homme sait qui il est. Il crie qu'il veut juste une brochette de viande, car il n'a pas mangé depuis 4 jours. Cet homme était un traînard du groupe de mercenaires Hackathon Wolves, qui s'est perdu en poursuivant Johann et s'est retrouvé à Marseille. Il se retourne pour continuer la dispute, mais s'arrête brusquement. À cet instant, le mercenaire et Johann se reconnaissent. L'homme l'insulte et charge vers lui. Johann réalise que les Hackathon Wolves l'ont suivi jusqu'à Marseille et comprend que la situation est extrêmement mauvaise. Il sait qu'il ne peut rien de bon sortir d'un combat ici. Le mercenaire se jette sur lui, l'épée levée, en criant pour qu'il meure. Avant que le coup ne puisse frapper, un homme à cheval apparaît et frappe l'attaquant. Le mercenaire tombe au sol, vaincu devant la foule. Observant la scène, l'écrivain commente qu'avec l'état actuel de la sécurité, toutes sortes de personnes apparaissent. Il s'adresse alors à Johann, l'appelant vagabond et lui demandant s'il est blessé. Johann répond qu'il ne l'est pas et le remercie pour son aide. L'homme sourit et lui conseille de toujours prendre soin de lui. Peu après, il se tourne et s'éloigne à cheval. Pendant ce temps, une armée de mercenaires commence à se rassembler sur la place. Les troupes s'alignent sur toute la place de la ville. Bradil, capitaine des mercenaires d'Aucoud, rassure tout le monde. Ces 500 mercenaires anéantiront la bande de bandits et rendront Marseille sûr. Goden est impressionné de les voir, tandis que Johann demande s'ils sont célèbres. En réponse, il dit que les mercenaires d'Aucoud font partie des meilleurs de l'Empire. Goden comprend alors qu'avec des bandits dans la région, ils ont sûrement été engagés pour les éliminer. Johann reste silencieux, observant l'activité autour de lui. Fr. Dans ses pensées, il réalise que si Bradil n'était pas venu l'aider, son identité aurait pu être révélée. Il ne pourrait plus rester à Marseille pendant que l'Empire le traque. Le souvenir de la promesse qu'il ne connaîtrait que la souffrance revient à son esprit. Fr. Prenant une profonde inspiration, il se reprend, se rappelant qu'il est toujours fugitif. Pour survivre, il doit nouer de bonnes relations avec une grande entreprise commerciale, car même l'empereur ne peut les interférer. Fr. Heureusement, Eldens le respecte, ce qui lui a permis d'interagir avec la société Machin. Pourtant, il se demande ce qui se passerait si son identité était révélée avant cela. Il conclut que si l'entreprise apprenait que l'Empire le recherchait, elle ne le protégerait pas. Fr. S'il est exposé avant de nouer une bonne relation avec Katana, il est condamné. Avec son objectif en tête, Johann serre le poing, décidé à se rendre à Katana pour obtenir la protection de l'Empire. Fr. Tant qu'il n'a pas gagné la confiance de l'entreprise, sa véritable identité ne peut être révélée. Soudain, une voix féminine l'appelle, demandant si c'est bien lui. La femme bête se présente comme Ebelka, employée exclusive de la société Katana. Fr. Elle explique qu'elle a entendu parler de ses exploits par Eldens et qu'elle aimerait établir un lien étroit avec lui et sa maison. Enfin, Ebelka l'invite à l'accompagner à la société Katana s'il n'est pas occupé. Ils arrivent à la branche de Marseille de la société Katana. Fr. Dehors, Goden essaie de prendre la patte de Karamov, mais le petit animal mord sa main. Seul, Johann attend dans une pièce luxueuse. Il est enfin arrivé à l'entreprise, espérant que cet endroit lui donnera une chance de changer de vie. Fr. Juste à ce moment-là, une femme s'approche par derrière, confirme s'il est monsieur Johann et mentionne qu'elle a entendu parler de lui par Eldens. En se retournant, Johann la voit se lever pour se présenter formellement. Fr. Elle se présente comme Yon, la responsable de la branche de Marseille de la société Katana. Se présentant à son tour, Johann dit qu'il vient de la maison de Yit et elle exprime le même plaisir de le rencontrer. Fr. Yon l'invite à discuter autour d'une tasse de thé, et il accepte. Une boisson chaude, un produit méditerranéen, est servie. Elle espère qu'il l'apprécie. Johann la remercie, bien qu'il se rende compte que c'est du café. Curieusement, il demande si le thé est fait de graines de fruits grillés et Yon le félicite pour sa perspicacité. Elle propose ensuite de passer aux choses sérieuses. Yon déclare qu'il devine déjà la raison de sa visite, ce qui fait renverser la boisson de Johann par surprise. Il se demande immédiatement s'ils ont découvert qu'il est traqué par l'empereur.
Remarquant sa réaction, Yon commence à expliquer ce qu'elle voulait vraiment dire. Selon elle, la raison est que Yon nourrit une ambition dans son cœur. Confus, il ne comprend pas cette affirmation. Yon révèle alors qu'elle a appris d'Eldens qu'il protégeait les innocents et montrait de la miséricorde à ses ennemis. En le voyant arriver à Marcel, une ville infestée de bandits, elle a perçu son ambition de la sauver de ses propres mains. Face à cela, Johan acquiesce, admettant qu'elle a vu ses véritables intentions. Yon affirme que l'ambition n'est pas une mauvaise chose, mais une vertu. Johan réalise que c'est une opportunité claire pour un accord. Si cela lui plaît, Yon propose de le présenter au gouverneur de Marcel. Il comprend que le gouverneur joue un rôle similaire à celui d'un maire, et qu'avec cela, il pourrait obtenir le soutien de la société et de la ville. Étant donné cette possibilité, il conclut qu'il doit accepter, car alors même l'empereur ne pourrait pas l'atteindre. Le remerciant pour l'offre, Johan demande ce que signifie exactement le parrainage de la Katana Trading Company. Johan explique que le soutien de la société donne accès à tous les services qu'elle propose, comme des restaurants, des auberges et des divertissements. Cependant, levant un doigt, elle prévient qu'il y a une condition. Il doit promettre de se battre sous la bannière de la société. Johan exige qu'ils se battent pour eux chaque fois qu'ils ont besoin de son aide. Johan demande si cela signifie s'occuper des bandits, mais elle le nie. Elle précise que les mercenaires d'Okud sont déjà partis pour cette mission et qu'une autre tâche lui est réservée. Il reste silencieux un moment avant de demander quelle serait cette autre tâche. Ion explique que le nombre de districts marchands mécontents de la société a augmenté, les accusant de monopoliser le marché. Elle lui propose d'éliminer les membres de ces districts mécontents, ainsi que leurs enfants. Elle le fixe dans les yeux et lui demande ce qu'il pense de cette condition. Johan reste silencieux, réfléchissant à sa proposition. Le soleil se couche sur la branche de Katana à Marcel. Peu après, Johan sort du bâtiment. Dehors, Goethe l'accueille avec joie et lui demande comment s'est passée la réunion. Johan fixe l'horizon, poussant Gauthéan à appeler son nom. Soudain, Johan crie à Gauthéan qu'ils vont sucer du miel. Confus, Gauthéan le fixe et répète « sucer du miel ». 1 heure plus tôt, Johan et Ion discutaient encore dans la salle de réunion. À ce moment-là, Johan refuse sa proposition. Il soutient que dans une grande ville comme Marcel, il est naturel que des plaintes surgissent lorsque quelqu'un domine la distribution. Il remet alors en question si, au lieu de résoudre le problème par le dialogue, elle s'attend à ce qu'il tue ces gens, y compris leurs enfants. Il déclare fermement qu'il ne peut pas tuer l'innocence pour une telle raison et refuse. Enfin, il propose d'ignorer cet accord. Johan et Johan se regardent en silence un moment, puis son expression change subtilement. Johan l'informe qu'il a refusé, laissant Johan confus. S'inclinant légèrement, elle explique que c'était juste un test pour voir s'il était apte au parrainage, ce qui le pousse à demander si le monopole était faux. La responsable précise que la société n'a jamais monopolisé la distribution et est en réalité bien considérée parmi les marchands. Elle ajoute qu'elle souhaite maintenir les termes proposés, mais cela ne signifie pas qu'il doit aller immédiatement sur un champ de bataille. Ion explique que les mercenaires d'Okud sont déjà partis pour maîtriser les bandits, et qu'en attendant, il est libre de se reposer et de profiter du parrainage. Elle tend alors la main et l'invite à rejoindre la société. Johan accepte avec enthousiasme l'offre. Les deux se serrent la main, scellant l'accord, et Johan exprime son souhait que le partenariat soit bénéfique pour eux deux. Dehors, Goden demande ce que signifie l'expression « sucer un peu de miel ». Johan explique que c'est une façon de dire qu'ils vont dépenser gros pour quelque chose de cher, avec l'argent de la Katana Trading Company. Peu après, Goden demande si les négociations ont bien été, et il confirme avoir obtenu le parrainage. Le jeune homme le félicite et Johan le remercie. Dans son esprit, il réfléchit que tout va bien depuis qu'il a obtenu du soutien dès son arrivée à Marcel. Bien que les bandits causent encore des problèmes, il croit qu'une fois que les mercenaires s'en occuperont, la ville redeviendra paisible. La vie heureuse dont il a toujours rêvé ne semble plus si lointaine, alors il décide de se détendre. En marchant dans la rue, un cri soudain retentit. Une foule se regroupe autour de corps au sol. Johan se demande ce qui s'est passé et pourquoi des corps sont exposés, tandis que Goden l'appelle. Goran s'approche et avertit qu'il est là, ce qui pousse Johan à demander ce qui se passe. En réponse, Goran explique que les bandits sont devenus plus violents, tuant maintenant les familles de marchands pour intimider la ville. Un des corps ensanglantés gît sur le sol de la place. En observant la scène, Johan réalise que la situation est loin d'être résolue. Parmi la foule, un citoyen crie que rien n'est fait et que la ville de Marcel devrait être tenue responsable. Un autre homme suggère que l'empereur est derrière les bandits, mais l'idée est rapidement écartée comme absurde. La foule commence à argumenter, certains défendant l'empereur et d'autres l'accusant. Les voix se chevauchent dans des accusations et des cris de tous côtés, tandis que Johan observe le chaos se dérouler.
Face à la scène, il voit la nouvelle paix à Marseille être détruite par les bandits. Il commence alors à se demander ce que font les mercenaires. Dans son bureau, Ebelka entre en courant et annonce qu'elle a de terribles nouvelles pour la responsable Ion. Déjà au courant des corps retrouvés, Ion demande ce que font les mercenaires maladroits. Ebelka hésite un moment avant de répondre. Elle rapporte qu'ils n'ont pas pu contacter les mercenaires maladroits, ce qui pousse Ion à questionner ce que cela signifie exactement. Ebelka révèle alors que le corps de l'agent de liaison a été retrouvé. Ion réfléchit que les mercenaires maladroits ont une force militaire comparable à celle d'une ville entière, et ne peut pas imaginer qu'ils aient été vaincus par une simple bande de bandits. Saisie par la tension, elle frappe la table et appelle Ibelka, qui répond promptement. La responsable lui ordonne d'amener Swetelga, le mage de l'Ephiel, pour découvrir à travers ses prophéties s'ils ont vraiment été vaincus. L'Ephiel coule sous la lumière de la lune, Swetelga plonge sa main dans l'eau et affirme comprendre la situation. Il dit à Katana qu'elle se trompe et que chercher les mercenaires ne changera rien. Selon la prophétie, Johan, l'homme qui a tué le chien de l'empereur et s'est enfui, se cache maintenant dans la poche de Marcel. Pourtant, Swetelga affirme que les choses ne se passeront pas comme ce salaud l'imaginait.